Alors, avant de mettre en place des questions ouvertes, comme vous avez déjà pas mal, la plupart fait du SID, des stages de simulation d'incident de vol, on va parler un peu de la base. Alors, je ne sais pas si vous connaissez complètement la base. La base de stage de simulation d'incident de vol, c'est à l'origine des pilotes tests, il y a pas mal d'années, aérotests français, qui testaient les machines. Ils ont dit, oh, c'est nickel, ça marche, donc on va le mettre au client comme ça. Et à l'origine, c'est ça, ils ont mis en manège des gens. Et en fait, c'était amené comme un stage test pour tout le monde. Donc il y en a qui en sortaient contents, pas beaucoup, et d'autres qui sortaient fragilisés complètement. Et puis, c'était pas le but recherché à l'origine, mais ça marchait, ça avait l'engouement pour tout le monde. Et petit à petit, c'est assez vachement traumatisant pendant pas mal d'années, dans ce qui a fait un peu la réputation un peu du côté traumatique du stage CIV en règle générale. C'est aussi la raison pour laquelle les gens n'ont pas trouvé un grand intérêt à part d'aller se faire peur, ou ceux qui avaient envie un peu d'aller se faire peur, d'y aller. Et ce qui a mis du temps à se mettre en place. En fait, ce qui a aidé après au développement du stage CIV, les simulations et maîtrise des incidents de vol, les SMIV, c'est la voltige. En fait, au début, à la première époque, les voltigeurs étaient pris pour des fous. On pensait qu'ils allaient se tuer à chaque fois qu'ils faisaient un truc. Donc du coup, il y avait deux cartes, les crosseurs et les voltigeurs. Et puis petit à petit, les voltigeurs étaient toujours en vie, ils faisaient des choses sympas, ils reproduisaient plein de choses. Et ils se sont dit, putain, merde, ça marche. C'est qu'ils doivent faire quand même comprendre des choses. Après, il y a des gens, des personnes qui se sont penchées sur la pédagogie en fait, de la voltige. Et suite à ça, ces personnes-là ont fait aussi du cross, font un peu de voltige. Ils avaient une carte de plus de jeu. Et en fait, ce travail-là, qui a été fait en symbiose avec ces deux parties, ont fait qu'on a compris plein de mouvements pendulaires, plein de mouvements, plein d'actions de pilotage qui étaient valables pour faire du parapente en règle générale. Et c'est là que la sauce est passée. Et c'est aussi là qu'on a trouvé un intérêt à développer une pédagogie pour la sécurité en fait, du pilote, et puis par la suite pour adapter le pilote à avoir de compréhension. Voilà. En fait, la base, ça se fait un peu comme ça. Donc on peut dire merci les voltigeurs, et puis surtout, maintenant, la voltige nous aide pas mal à développer. C'est toujours un laboratoire. C'est vraiment un laboratoire au niveau, parce qu'on travaille sur tous les axes, on travaille sur toutes les vitesses, on travaille avec des différents points de vue, des actions de pilotage beaucoup plus précises. C'est une vraie gymnastique qu'en cross, on ne croise pas forcément. Par contre, le fait de développer ces vitesses, de travailler dans ces vitesses, mène à une compréhension de plein de mouvements, une compréhension de plein d'actions de pilotage qui permet par la suite d'aider à apprendre à tout type de personnes. En fait. Et en fait, on reproduit, on ne fait pas de la voltige en stage CIV, à part dans nos stages accro, mais en tout cas, on a réussi à comprendre ce qui peut aider chacun des pilotes pour sa sécurité, comprendre aussi qu'il faut accepter différents mouvements pendulaires, différents travail au niveau des rotations, des acceptations minimum pour pouvoir voler déjà, et puis aussi en cas de léger incident de vol, de pouvoir comprendre qu'il y a des choses à accepter, comme la force centrifuge, comme des mouvements de bascule, des angles différents de bascule arrière, de bascule avant, et plein de petites choses comme ça. Donc, nous, ça c'est un gros travail qu'on a fait. Alors, nous, par chance, on est aussi voltigeurs, on est aussi crosseurs, mais on est surtout des jouisseurs du parapente. En fait, on aime s'amuser avec un parapente. Peu importe ce qu'on a au-dessus de la tête, la couleur, la forme, ou s'il a une étiquette cross ou light ou machin, on s'en fout, l'important c'est de voler. Et le gros avantage, c'est qu'on a développé une pédagogie qui est adaptable à tout type de parapente. C'est-à-dire qu'on a tous les types de parapente jusqu'à présent, on a deux commandes, harnais, et puis on arrive à faire ce qu'on veut avec. Et ce qu'on a développé au fil de ces années, c'est justement une technique des actions de pilotage qui sont reproductives sur tout type de matériel, d'une part au niveau des catégories et aussi au niveau des styles de matériel.
Donc ce qui permet, en fait, quand on est débutant en stage de simulation d'incident vol ou débutant en initiation, si on a tout de suite les bonnes actions de pilotage, on peut progresser et s'adapter à tous les types d'ailes. Parce qu'à une époque, on disait, bah ouais, tu voles en accro, il faut que tu pilotes comme ça. Toi, tu voles avec 7 voiles, il faut que tu pilotes comme ça. Putain, c'était un casse-tête, complètement. Et puis chez tout le monde. Alors que là, nous, on a réussi à avoir un lien commun avec tout. Ce qui permet, en fait, aussi, de voir que des pilotes de haut niveau, ben là on en a certains avec des Enzo, les Zeno, les choses comme ça, et ben, ils s'y retrouvent dans des éléments complètement basiques qu'on fait faire aussi des débutants en SMIV. Et là, ils se disent, ah ouais, putain, il manque ça comme action principale, on appelle ça, nous, les fondamentaux de pilotage, et il nous manque ça, ah bah oui, il faut qu'on aille les chercher parce que sinon, ça ne marchera pas. À un moment ou un autre, on va se faire avoir. Et puis lui, le débutant, ben, il ne sait pas grand-chose, il avance avec ses actions de pilotage. La grosse difficulté qu'on a, nous, c'est des vieux pilotes, des gens auxquels il ne nous est jamais arrivé quelque chose, et puis ils se disent, non, je pense si, ça va être encore super traumatisant pour moi, mais j'aimerais bien apprendre les descentes à vide, ouais, j'aimerais bien apprendre ci ou ça. Et là, il est vrai que de modifier un petit peu les paramètres historiques, les ancrages historiques de position, les ancrages historiques de mouvement au niveau des personnes, c'est pas toujours évident. Ceci dit, c'est pas évident, mais encore une fois, on a développé une sorte de pédagogie pour dire on fait un truc, mais on va vous expliquer pourquoi et dans quelle situation trouver, et ainsi de suite. C'est pas faire un truc pour faire un truc. À une époque, comme on dit, le stage c'était ben voilà, on va faire décrochage, bruit, puis si on a le temps, on va faire une oreille, et puis après on va faire les B, puis voilà. Et une fois qu'on a fait les trois, c'était parti. Là, c'est complètement différent, on vient développer des qualités de pilote. On vient développer des qualités qui vont être essentielles à une progression ou une compréhension de différents mouvements. Donc ça, c'est une chose au niveau technique. Et puis après, à côté de ça, on a une progression mentale, sur le mental, sur la psychologie. Hein, parce que les gens souvent disent, bah ouais, mais moi je viens en SIF pour connaître mon aile. Et nous, on leur répond, on va déjà apprendre à se connaître nous. Et puis après, l'aile, c'est un bout de chiffon de commande, hein, c'est la même pour tout le monde. Donc, et là, c'est un petit peu... l'approche est tout de suite un peu différente. Alors forcément, le stage ne fonctionnera que si vous êtes capable de se remettre en question. Ça, c'est toujours la même chose. Si on n'est pas capable de se remettre en question, de dire ben, j'ai envie d'avancer, et pour avancer, il va falloir des fois peut-être régresser, changer quelque chose, et ben ça risque d'être plus difficile. Et ça, c'est toute la difficulté et tout aussi notre difficulté à nous d'arriver à comprendre quel est votre fonctionnement à ce niveau-là. D'autant plus que si vous ne savez pas vous remettre en question, c'est la pratique du parapente en général qui ne va pas le faire. C'est à un moment donné, si on n'est pas capable de se remettre en question parce qu'on a fait un tas alors qu'on était parti pour faire 5 km et que les copains nous passent au-dessus de la tête, on ne comprendra jamais l'erreur qu'on a faite et on la corrigera jamais. Donc, voilà. Après, des fois, c'est vrai que c'est un peu plus facile de se remettre en question tout seul que quand on a quelqu'un qui nous rentre dedans et qui nous dit bah non, ça, tu sais pas le faire. C'est sûr que c'est des fois un peu plus difficile à accepter, surtout quand ça fait des années de pratique. Mais... Voilà, et puis donc, ça, c'est le genre de clientèle d'envie, de motivation qui fait venir les gens actuellement. Et il y a une autre motivation qui vient aussi, c'est le post-traumatique. C'est-à-dire, ben voilà, on a des gens qui ils volent depuis longtemps, tout va bien, puis un jour, boum, j'ai un truc qui va pas, j'ai une sensation qui s'est mal passée, ou alors j'ai percuté le sol suite à des trucs où j'ai vu l'aile là, j'ai vu l'aile là, et moi j'étais bravo, hein, je suis sûr. Et là, ils viennent ici, ils disent, ben, je veux comprendre ce qui s'est passé. Et puis surtout, ben, il va falloir, nous on est là pour comprendre déjà le traumatisme, exactement ce qui s'est passé. Et la seconde chose, c'est surtout penser un peu la plaie et surtout venir sur une analyse beaucoup plus claire de ce qui s'est passé lors de l'incident. Alors les post-traumatiques, on les a tout le temps, dans tous les cas. J'espère en avoir de moins en moins parce qu'on s'aperçoit que le stage de simulation d'incident de vol, SMIV ou autre, pilotage, les gens viennent de plus en plus tôt. Donc du coup, sont de plus en plus éduqués à ce genre de pilotage actif. Mais malgré tout, il y en a toujours qui n'ont pas l'occasion d'habiter dans des régions comme ici, ils n'ont pas aussi... ils n'en sentent pas la nécessité, et ce qui est compréhensible de temps en temps. Et du coup, le jour où ça arrive, ils nous appellent et nous disent, comme si on avait la pilule magique, je viens là, mais j'aimerais comprendre.
Bien, du coup, la pilule magique, elle passe, mais il va falloir du temps. Donc, comme chaque chose, il va falloir du temps. Et voilà, ça c'est des choses aussi, c'est tout type de public qui peut être intéressé pour ce genre de stage. Il faut savoir maintenant, donc du coup, nous on s'est basé notre pédagogie sur, essentiellement sur les accidents à l'origine. On ne s'est pas basé sur les catégories d'aide, on s'est basé sur les accidents qui pouvaient se produire en parapente. Bah ouais, parce qu'on travaille sur la simulation d'incidents de vol, et quand tout le monde est à plat, ça s'appelle un stage cross. Et puis quand nous, il y a des gens qui ont eu des traumatismes suite à certaines choses, et du coup ils font appel à nous pour dire qu'est-ce qui s'est passé là. Donc en fait, les principaux accidents sur lesquels nous on voit, encore au niveau des répertoires, au niveau de la fédé, des statistiques ou autres, c'est la rotation. Alors qu'elle soit voile ouverte ou voile fermée, en fait, c'est la rotation, la neutralité spirale, donc des rotations qui vont ou jusqu'au sol, et qui arrivent à un traumatisme, ou l'aile fermée, qui crée une cravate ou pas, et qui crée une auto-rotation, donc une auto-gestion de la rotation, et qui va aussi jusqu'au sol ou pas. Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles, en rotation, on travaille. Et ensuite, il y a toute la partie sous vitesse. La partie sous vitesse, c'est la partie, je suis parti en vrille, j'étais en 360, c'est parti en vrille, j'étais en thermique, je suis parti en vrille, j'étais à l'atterrissage, je pars en vrille, je ne reconnais pas les situations. Donc ça aussi, c'est traumatisant. Je suis dans un thermique, souvent en l'automne, j'accroche mon thermique près du relief, je me dis, je le tiens, ouf, ça part en vrille, mais je n'ai pas reconnu la situation, je me pose dans les arbres. C'est tous ces petits systèmes-là. Ensuite, tout derrière, il y a toutes les actions qu'on met en place, ou tous les mouvements pendulaires, la mauvaise acceptation des forces centrifuges. Les gens, ils volent bien, puis dès qu'il y a un sort du thermique un peu fort, l'aile glisse, ça accélère. Ils ont une prise de conscience que n'importe quelle aile peut accélérer, n'importe quelle aile peut derrière avoir un effet pendulaire, une ressource. Et on n'aime pas ça, en fait, modifier nos axes d'équilibre qui sont la verticale et l'horizon, on n'aime pas ça. Donc du coup, notre axe de travail, il est aussi là. Et grâce à ce mélange de ces trois axes de travail au niveau sécurité, et bien derrière, nous on fait nos petites sauces avec vous, et on valide d'actions de pilotage, c'est-à-dire on ne valide pas une manœuvre, c'est-à-dire on ne va pas faire un décrochage, ou pas faire un 360 engagé pour faire un 360 engagé. On va voir comment vous mettez en place cette situation, de façon à voir où sont vos lacunes, et derrière, arriver à combler ces genres de problématiques. Donc les problématiques qu'on rencontre essentiellement, la première sur laquelle on teste, c'est un des fondamentaux, c'est être installé dans sa sellette. Alors tout le monde a des belles sellettes, nous on en vend des super, c'est génial, des super hautes marques, mais en tout cas, on vend du matériel, c'est super d'avoir une bonne sellette, mais ça ne sert à rien si on ne sait pas l'utiliser, dans tous les cas. Et apprendre à utiliser sa sellette, c'est pour nous un fondamental. C'est-à-dire que si on n'est pas installé correctement dans sa sellette ou équilibré, derrière on ne pourra pas avoir une action fine et précise. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir un lissage au niveau de la gestuelle et de la précision de nos commandes. Forcément, quand on crée une action brute, parce qu'on est déséquilibré comme ici, le fait de le relever, on va le relever rapidement, et ainsi de suite, on n'a aucune précision. Le fait d'être installé dans sa sellette va nous favoriser une progressivité de la commande. Donc tiens, encore une fois, on utilise la sellette d'une certaine manière de façon à transférer un pilotage beaucoup plus précis. Et ensuite, d'utiliser l'amplitude de nos commandes, des poulies jusqu'en bas. Ça aussi, c'est un fondamental. On ne s'arrête pas là. On n'utilise pas 10%, 20% ou 30%, on utilise 100% de notre amplitude commande, ce qui est 100% de notre volant. Et une fois qu'on a compris ces trois axes, derrière, il faut travailler. Et par rapport au travail, du coup, ça met en place une gestuelle qu'on connaît bien au niveau du pilote. Et cette gestuelle-là, du coup, en fond, on va la travailler sur différents degrés de déséquilibre, forcément, parce que tout le monde est là sur le portique bien installé avec la référence horizontale verticale, on est tous capables de faire de tourner la selle, de se mettre en avant en arrière et descendre les mains, on dit ça je sais faire. Forcément, dès qu'on est dans un mouvement oscillatoire ou des mouvements juste latéraux, un peu en roulis où on t'engage, il y a quelque chose qui change. Quelque chose qui change, c'est l'acceptation du déséquilibre.
Et là, on revient encore une fois, comment on arrive à mieux piloter dans le déséquilibre? Ben, c'est la sellette. C'est-à-dire que dans un déséquilibre, on va reprendre l'équilibre dans notre sellette, ce qui va permettre de bien piloter. Donc, on essaie de se rééquilibrer, le jeu, c'est s'équilibrer dans le déséquilibre. En fait, de récupérer un équilibre dans le déséquilibre. Donc, en rotation, je vais me caler dans le dossier, du coup, j'ai toute la capacité technique à dissocier et à piloter. Donc, nos bases, elles sont là. Et la plupart de nos élèves, quand on les a, et peu importe le niveau, hein, peu importe le niveau, là, on a des gens qui viennent de l'équipe d'Angleterre, par exemple, ils vont beau voler avec les Enzo, aujourd'hui, on a fait des 360 avec des essais de sortie chandelle. Et pour la plupart, ben, on recommencera demain. Et puis on recommencera le jour d'après. Et ainsi de suite. Parce que pour l'instant, il y a dans ce type d'exercice-là, on retrouve tous les fondamentaux et on retrouve plein d'aptitudes comme ben, le transfert célèbre, une justesse de pilotage pour changer son parapente de trajectoire, donc ce qui est important dans plein de situations. On retrouve de la vitesse, on retrouve comment décélérer rapidement un parapente, on retrouve des bascules arrière, qu'on n'a pas l'habitude, on retrouve une acceptation ou pas du shoot de l'aile, hein. Donc on retrouve plein de choses. Et puis bien sûr, des amplitudes commandes plus ou moins importantes. Donc dans ce petit type d'exercice, pour nous, c'est un vrai laboratoire de la personne. En un exercice, on arrive à peu près à déceler plein de choses. Et par rapport à ça, on va travailler sur les lacunes. Et puis après, ben, une fois qu'on a calé tous les fondamentaux techniques, alors je parle vraiment de technique, derrière, eh bien, on peut avancer beaucoup plus précisément dans tout le reste. Et c'est là d'où vient l'approche moderne, on va dire, du parapente, c'est qu'on ne travaille pas sur de la manœuvre, mais on travaille sur comment on met en action le pilote pour créer une manœuvre par la suite. Voilà. Voilà. Et ensuite, avec les actions de pilotage qu'on retrouve et les fondamentaux qu'on a, et ben derrière, on peut emmener n'importe qui, c'est beaucoup plus naturel par la suite. Donc voilà un petit peu la philosophie actuelle du pilotage, voilà, du pilotage en turbulence, du pilotage basé pour la voltige, du pilotage pour le cross, du pilotage pour faire du vol montagne, parce qu'à un moment il va falloir travailler les descentes rapides, des choses comme ça, c'est du pilotage basique. Donc en l'occurrence, nous sur les stages SMIV, on passe beaucoup de temps à faire ça. Donc, ça nous laisse aussi peu de temps pour avoir des stages d'initiation, des stages pairs, des choses comme ça. Choses qu'on fait. Et quand on le fait, avec les stages d'initiation et nos pairs, eh ben, on a exactement la même didactique, la même pédagogie. Dans nos initiations, ils sont calés dans leur sellette et on leur apprend exactement les mêmes choses. Donc, et on s'aperçoit que les initiations qu'on a eues ces dernières années, qui sont calées correctement, dès qu'on les a en stage pilotage, ça marche direct. D'une part parce que le langage est à peu près le même, mais surtout parce qu'ils ont compris la machine dans laquelle on est. Donc voilà un petit peu le système dans lequel on travaille. L'autre chose dans laquelle on se base de plus en plus, c'est non seulement on est des forts techniciens, ça c'est génial, mais parapente ça ne marche pas qu'avec la technique, comme plein d'autres sports. À un moment, il faut le mental. Et le mental, eh ben, ça se travaille en parallèle. Et en fait, quand on avance en technique, à un moment, on avance en mental, et ainsi de suite. Si on a un mental très haut et une technique très faible, ça n'ira pas très loin non plus. Si on a une technique très forte et un mental très faible, ça n'avancera pas non plus. Très bien. Donc à un moment, il va falloir que nous, on vous apprenne à évoluer dans ces deux domaines-là. Et ça, encore une fois, ça demande de se lâcher, c'est-à-dire de lâcher prise un peu sur pas mal de choses, et en sachant que par rapport à un traumatisme, c'est toujours dur, le mental devrait avancer, même si on croit en notre technique. Donc nous, on va travailler sur croire et avoir confiance en nous au niveau de la technique pour essayer d'avancer sur le mental. Et puis des gens qui n'ont pas eu de traumatisme quelconque, qui se disent on avance, nous, il faut qu'on gère le mental par rapport à la technique. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a la technique, des fois on se sent un peu pousser des ailes. Donc ce jeu-là, c'est un peu aussi notre jeu. C'est un peu notre jeu avec vous. C'est aussi l'histoire d'une négociation technique, d'une négociation mentale avec vous qui va permettre de créer une évolution. L'avantage des stages SIV, SMIV ou autre pilotage, comme nous on aime l'appeler, c'est plutôt du pilotage.
c'est aussi que c'est pas parce qu'on en a fait un que voilà, c'est bon, il est fait, maintenant j'ai plus, j'en fais plus quoi, c'est nickel. C'est que c'est pas qu'on pousse non plus à la consommation, c'est qu'à un moment, on va avancer sur une connaissance de la personne, une évolution, sur une compréhension, et je pense que vu qu'on maîtrise tout ce genre de paramètres, ça permet aux gens de se dire, maintenant j'ai besoin d'un détail, tac, il vient, et on travaille sur le détail, et ça repart. Et le détail, c'est pas grand chose, il y a des fois des gens en thermique, là, l'aile bouge, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On regarde avec le vol, quelle sellette, machin, quelle voile, et je dis, en fait, on s'aperçoit que maintenant, avec le matériel, il y a tellement de matériel que tout le monde s'équipe comme il veut, et puis des fois, il y a des choses qui ne vont pas avec eux. Ça, on reviendra. Heureusement, la mode joue beaucoup aussi. La mode joue beaucoup. Et en fait, sur les ailes sont, en l'occurrence, on voit pas mal d'ailes très rigides, on va dire des dés très rigides, très péchus. Puis à côté, ils mettent des cocons super light qui sont super mous. Donc du coup, le pilote est tout le temps baladé, il ne comprend pas pourquoi. On lui met une autre sellette bien assise, bien école, mais machin, tout va mieux. Il n'a pas changé d'aile, mais juste en fait, le compromis, des fois, les choses entre le matériel qu'on veut vendre ou le matériel qui sur le catalogue nous fait flasher, quelquefois, ça ne marche pas. Le compromis entre ces deux ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle nous, c'est pas, nous, on essaie de garder la tête froide en disant, là, par expérience, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent beaucoup moins bien. Et donc, on est aussi facteur conseil par rapport à ça. Alors ça, on parle donc de l'aile et de la sellette, qui est quand même assez important. Mais après, derrière, on voit aussi beaucoup de choses. On est encore dans le laboratoire du secours, on est dans le laboratoire de plein de petits détails, de modes aussi. On parle aussi des modes, des free break pour les acrobates. Donc ça, c'est une grande mode qui convient à certaines personnes, qui ne convient pas à d'autres. On n'est pas obligé de faire l'acrobatie en ayant des free break, c'est-à-dire sans les poulies, pour ceux qui ne sont pas là-dedans. Il n'y a pas une sellette complètement accro, et c'est intéressant de faire la voltige, mais on peut faire aussi du cross. Notre Barbie nationale, donc on est bien dans sa sellette, on sait l'utiliser. À un moment, elle vole aussi bien pour aller faire du cross. C'est pas le gain qu'on aura en performance sous un super cocon, parce qu'il deviendra plus chaud que la performance qu'on y retire, qui va permettre de faire du cross. Donc, à un moment, voilà, c'est tous ces compromis qu'on essaye de mettre en place. Et encore une fois, la même chose, l'accès aux nouvelles performances, hautes performances des ailes, telles que Enzo, Zeno, qui donnent envie, c'est pas pour ça que vous aurez une meilleure performance, en tout cas. Parce que votre capacité à gérer la machine et psychologiquement à aller sur ce genre d'aile va vous demander plus sur une journée très bonne avec une aile beaucoup moins difficile à piloter et ainsi de suite. Donc là, nous on est là aussi malheureusement pour vous dire ce qui va bien par rapport à votre niveau. Là on parle, c'est pas votre niveau, mais ce qui va bien par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à vos objectifs. C'est toujours la même chose. Après, l'objectif est clair quand on a des gens qui viennent avec des pures ailes de voltige, 3 secours, des sellettes d'accro. Son objectif, c'est pas d'aller faire du tangage pendant une semaine. Donc, par contre, si on voit que ça ne peut pas fonctionner et qu'il se met en danger, c'est de lui dire c'est pas possible. À un moment, c'est pas possible. Donc, on a pareil de gens qui ont une aile école, ils se disent je ne peux pas passer sur une baie parce que je ne sais pas si j'ai le niveau. Psychologiquement, on peut lui dire là, techniquement c'est très bien, si tu as envie de passer sur une baie, tu peux passer sur une baie, et si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Mais en tout cas, s'il me dit je suis collé dans le vent tout le temps, mais bon, j'aimerais bien aller là, on voit que techniquement c'est parfait, on les aide aussi à passer le pas, par exemple. Et la dernière chose que je voudrais dire avant de laisser faire ça Jim, mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la certification des ailes, souvent les gens nous posent putain, j'ai acheté cette nouvelle aile, est-ce qu'elle est safe? Alors là, je dis j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que toi, tu es capable de voler en sécurité? Ou alors, il vient ici en disant moi, je viens ici pour voler en sécurité, pour apprendre la sécurité. Je dis c'est génial. En fait, la sécurité, ça ne vient pas de l'aile, ça vient de vous.
c'est la marge que vous allez mettre en place par rapport à votre niveau technique, psychologique, et puis la marge par rapport au relief. Et ça, c'est une chose que les gens oublient beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas l'aile qui va faire le job, hein, c'est vous. Et encore une fois, on voit des choix de trajectoire. Je vous dis qu'on bossait avec des 360 sur des ailes de haut niveau, par exemple, rien que des 360 et des choix de trajectoire en sortie. Si le gars, dans un 360, il n'arrive pas à sortir où il a envie, pour moi, il n'y a pas rien à faire là-dedans. Par exemple, sur ce type de bécane. À un moment, c'est nous les patrons, c'est nous qui décidons avec notre voiture de tourner à l'angle. Donc c'est pas à l'aile de le faire. Pareil, j'entends aussi souvent, moi j'ai une A, il ne peut rien m'arriver. Il peut arriver la même chose que les autres. Sauf si tu fais n'importe quoi, si on empêche l'aile de voler, elle ne volera pas. Et les correspondances aérodynamiques sont exactement les mêmes sur une aile de compétition que sur une aile A ou B. Donc les certifications que nous, j'y prête très peu attention aux certifications, j'essaie plutôt de comprendre comment la personne vole et utilise ses actions de pilotage, et après c'est adapté au type d'aile qu'elle a. Voilà, c'est pour ça que toutes les ailes sont bonnes, sinon elles ne seraient pas en vente. Les tests qui sont sur les tests AFNOR qui sont mis en place actuellement ne sont pas les tests les plus réalistes, mais si on voulait faire des tests hyper réalistes, il faudrait faire 56 tests différents, ou plus, ou 100, ou 200. Et encore, on n'aurait pas encore reproduit toutes les charges à l'air, tous les mouvements pendulaires que peut produire un tel parapente. Donc du coup, ils sont ce qu'ils sont, et ils vous permettent à vous et à nous de choisir une catégorie de parapente, qui est plutôt déjà pas mal. Et puis derrière, le job, c'est quand même le pilote, dans tous les cas. Et nous, on bosse encore une fois essentiellement sur le pilote. Et on en revient à ça, on bosse sur le pilote, on bosse sur la sellette, on bosse sur les équilibres et le moral du pilote. Et notre objectif actuel, il est clairement plus de simuler un incident de vol, il est d'apprendre à piloter son aile, et par le biais, on va arriver à des mouvements dynamiques sur lesquels ça va être facile de comprendre et derrière de réagir parfaitement. Voilà, c'est un petit peu le jeu. Vous avez suivi ou vous êtes là? Alors voilà. Répétez le début, hein? Répétez le début. Toi, t'es pas venu au début. Il se sera filmé apparemment. Mais pour le début, ouais, c'est intéressant. Je faisais un peu d'historique, donc comme toi qui étais à l'historique du parapente, vu tes cheveux. Merci. Ah, mon petit Thierry. Donc voilà, Thierry qui a fait, qui est rigolo parce qu'il a fait partie d'un des premiers tests pour moi, tu te souviens, du secours extra light, d'un secours extra light, parce qu'il voulait s'équiper léger. Et ça a été un facteur déclencheur en me disant, Fab, il faut que tu reviennes essayer les sports. Donc ça tombe bien que tu sois là, c'était assez rigolo. Donc voilà, en l'occurrence, nous on reste passionnés, comme beaucoup de moniteurs de ce type de catégorie-là, passionnés par le vol, passionnés par le pilote, et passionnés par le matériel, parce que le matériel a forcément super évolué. Et dans plein de choses, hein, en sécurité, bah oui, non, mais il était déjà bien sécurisé il y a quelques années aussi, mais voilà, ça évolue. Ceci dit, les gens qui ont accès maintenant au parapente pensent aussi, avec tous les moyens de communication qu'on peut avoir actuellement, le GPS, les machins, les cartes, les machins, pensent qu'on a un accès à la facilité sans rien faire maintenant. Donc aussi, nous, on met un coup de frein de temps en temps. L'expérience reste importante, même si on a une technique qui est appropriée, un mental qui est approprié, l'expérience doit faire son chemin aussi, dans tous les cas. Et la dernière petite chose, enfin je ne sais pas si c'est la dernière, je dis souvent la dernière, mais je saute sur un autre truc. Ce qui se passe en stage de simulation d'incident de vol, c'est un gymnase d'entraînement. Hein. Derrière, à la suite de ce stage, on vous conseille des exercices à reproduire à la maison. Si c'est fait, tant mieux. Si c'est pas fait, on voit tout de suite si vous revenez. Et voilà, la problématique, elle est là aussi, c'est qu'à un moment, on ne fait pas des exercices pour vous faire des exercices, on fait des exercices pour que derrière, ils soient réutilisables dans certaines actions ou dans certains endroits où vous volez. Et si ce n'est pas fait, ou si, c'est qu'il manque quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle vous revenez, ou c'est aussi la raison pour laquelle derrière il faut réinsister
au lieu de passer du coq à l'âne, de passer, comme on faisait avant, d'un décrochage vers une grille, sur des choses qui n'ont complètement rien à voir. Là, on fait vraiment un travail de fond et un travail de base régulièrement. Et après, les clients, une fois qu'ils ont fait ce travail de base chez eux, qu'ils reviennent, on voit que ça fleurit, vraiment, et derrière, on avance beaucoup plus facilement. Donc voilà. Nico, ça te branche ou pas? Ça arrive à te motiver? Question peut-être? Je vous ai endormi là. Ah, moi je vais te lancer quand même parce qu'on a souvent la question qui revient au téléphone, à partir de quand on peut faire un signe? C'est chiant, ouais. C'est quoi? À partir de quand faire un site, c'est pas très compliqué, comme Fab a dit, on veut former des pilotes, qu'on soit en initiation ou en stage cross ou en stage sim, on veut former des pilotes, donc à partir du moment où vous êtes un minimum autonome sur un décollage et un atterrissage, sachant qu'il y aura, quoi qu'il arrive, si vous avez besoin d'être guidé à l'atterrissage en nous disant, on peut aussi jeter un œil là-dessus, et que le décollage a toujours un lieu de faire aussi. Nous on préfère voir des élèves qui viennent un peu tôt, à qui on va pas forcément pouvoir faire des choses qui engagent forcément énormément au-dessus de l'eau, mais bon c'est pas grave, mais qui vont tout de suite avoir des bonnes habitudes, qui vont pas prendre des mauvaises habitudes tout seuls dans leur coin, et revenir au bout de 20 ans en nous disant ouais moi je sais tout faire, et puis en fait on se rend compte que on veut juste frustrer l'élève en lui disant non je suis désolé, tu penses savoir tout faire, mais en fait tu as tellement de mauvaises habitudes que les bases sont pas bonnes, et on peut pas avancer sereinement sans risquer de se mettre dans le jus parce que tu n'as pas telle compétence, et à la place de ces compétences tu as des mauvaises habitudes qui sont tout à l'inverse de la compétence qu'il faudra avoir. Nous on peut faire à rigueur avoir quelqu'un qui va envoyer moins et qui va tout de suite prendre des bonnes habitudes et qui au prochain stage, quand il aura bossé ses gammes, va pouvoir tout de suite avancer 10 fois plus vite sans prendre 10 ans de retard en prenant des mauvaises habitudes. Ouais. Moi, je trouve qu'on a trop, c'est mon ressenti personnel, mais l'impression que les SIF, c'est vraiment quand on sait bien piloter. J'aurais préféré en fait faire un SIF plus tôt dans le parapente-piste. Je pense que ça m'aurait évité de faire des conneries de facteur. Et dans ma tête, c'était pas tout de suite, c'est trop tôt. Ça vient malheureusement, comme expliquait Fab, de cette vieille rengaine de le SIF c'est un tour de manège, on vous fait faire, tiens toi on te fait faire des wing-overs, tu as fait 3 wing-overs, allez on met une croix, maintenant on te fait faire une fermeture, tu as fait ta fermeture, maintenant on te fait faire une autoroute, et puis l'autoroute tu te retrouves en croix parce que tu n'as jamais su gérer de la force centrifuge et tu ne reviens jamais. Maintenant, comme disait Fab, à un moment donné on va adapter au niveau de l'élève, et si l'élève on se doit de valider un tangage tempo basique et qu'il faut 3 jours pour le valider, on le validera parce qu'on sait que si on va plus loin sans avoir validé la tempo, sur une sortie de chandelle, il n'y aura pas de tempo. Si déjà sur un tangage de base il n'y a pas de tempo, il n'y en aura pas sur une plus grosse amplitude. S'il n'y a pas de tempo, sur n'importe quel mouvement pendulaire, on est en danger, et ainsi de suite. Donc à partir de là, maintenant on sait s'adapter aux élèves, maintenant qu'on a décortiqué et qu'on ne fait plus faire des tours de manège en cochant des croix sur chaque manœuvre, on va rester de toute façon, s'il y a besoin de valider une compétence pour ne pas se mettre dans le rouge en passant à la suite, on va rester sur la compétence à valider. Et du coup, c'est vrai que maintenant on peut se permettre d'avoir des gens de tout niveau en fait. Il y a plusieurs problématiques dans la progression du parapente. Je ne sais pas si il y en a qui font de la chupine, d'autres qui font du planeur, d'autres qui font de modéliste. À un moment, avant d'être lâché seul, on a fait des manœuvres de sim, pendant un paquet de temps avec un instructeur avant d'être lâché seul. Nous, c'est à l'inverse le parapente. Et puis depuis tout le temps, il a été créé à l'envers. C'est la seule progression aéronautique où on fait tout à l'envers. Donc forcément, à un moment, là, on apprend à piloter et tardivement. Mais parce que c'est pas obligatoire. Parce que la formation n'est pas faite comme ça. Alors on est heureux que nous, ce soit du vol libre, parce qu'on est des coups du vol libre. Mais des fois, le vol libre, c'est ce revers de la médaille, et qui fait que on n'oblige pas les gens à aller faire de la formation. D'une part parce que ça coûte cher, et puis d'une part de voler, on se dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, je vais faire mon bonhomme de chemin. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de post-traumatiques, de gens à l'origine, disant, voilà, maintenant il m'est arrivé une couille, j'aimerais bien que tu m'expliques. Ils ne sont pas en train justement de changer maintenant pour le VTC, d'inclure un... Ouais, je ne vais pas trop en parler ce soir, c'est encore un peu tout jeune. C'est encore un petit peu tout jeune, on a fait un travail cet hiver là-dessus. On n'est pas tous encore d'accord sur la formulation, sur plein de choses. C'est encore un petit peu orienté, on va dire. Ce qui me permet de ne pas trop en parler. Mais c'est un bon pas en avant, ça fait, je ne vais pas trop m'évader là-dessus. Mais c'est un pas en avant, ça c'est clair. En tout cas, nous ce qu'on voit, le pas en avant, c'est la motivation des gens à venir malgré tout se former. Parce qu'ils commencent à avoir
une dynamique de dire c'est plus l'horreur, on va apprendre des petits trucs et puis ils vont s'adapter à nous. Ça, j'aime bien ce que j'entends là, ils vont s'adapter à nous. Et c'est plus une formation globale pour un groupe et ça attire vachement les gens. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait développer et encore de plus en plus, c'est vraiment du coaching personnalisé. Ouais, une question. Non, vas-y. Voilà, c'est la chose assez récente et je pense que ce qui vraiment rend intéressant les gens, ils sont pas là, souvent ils viennent en club, les gens ils viennent en club et toujours le meilleur du club et le moins bon du club. Le moins bon du club, ils prennent la patte en disant moi je sais rien faire, moi je sais rien faire. Et en fait, il avancera comme les autres parce qu'il se sentira complètement impliqué dans la formation. Et ce ne sera pas une formation globale. Je pense que c'est quand même plutôt du succès quand on voit le calendrier, la rédaction, tout ça. Alors, ça a du succès, oui. Alors, ça a du succès. C'est marrant à dire, ça a du succès. Je ne sais pas si tous les moniteurs ont la même implication de personnaliser le stage, le site. En tout cas, le tour de manège, dans certains groupes, oui, ça existe encore. Mais après, clairement avoir une démarche de fondamentaux, c'est pas partout non plus qu'on a cette démarche fondamentale. Puis ça a du succès parce que ça s'est démocratisé, ça commence à se démocratiser en un peu autre chose qu'avec un tour de manège. Mais malheureusement, souvent, il y a plein de gens qui viennent un peu à contre-cœur, tirés par des amis qui ont fait une formation et qui disent hey, viens, tu vas voir, pas malheureusement, heureusement, c'est tant mieux parce que ces gens-là prennent conscience que c'est pas l'enfer. Et en fait, on a encore un gros pourcentage d'élèves où on va faire plus de diplomatie que de pédagogie. C'est-à-dire qu'on va déjà devoir leur faire comprendre que là, on n'est pas au niveau qu'ils pensent être, qu'il faut se remettre un peu en question et reprendre des bases qu'ils n'ont pas appris, parce que la vieille philosophie c'était je tiens mon aile quand ça bouge, j'attends que ça passe, et puis vaille que vaille, on verra bien quand ça s'arrêtera. Alors que maintenant, on sait gérer ce mouvement pendulaire, on sait connaître ses limites, connaître les informations que nous donne Nel et la sellette pour laisser voler la voile. Et malheureusement, du coup, on passe encore beaucoup de temps à se battre entre guillemets avec certains élèves qui veulent à tout prix faire du manège. Ils nous disent non mais moi je veux faire du décrochage et qui ne comprennent pas que si déjà ils savaient gérer, accepter, gérer et se marrer dans un mouvement pendulaire à grosse amplitude, il n'y aurait aucune chance qu'ils se retrouvent à surpiloter et à décrocher sans le faire exprès. Et du coup, c'est vrai que on a encore quand même beaucoup de gens avec qui on fait plus de diplomatie pendant 3 jours à essayer de calmer le jeu, de dire non, détends-toi, essaye de m'écouter et de comprendre ce que je te fais faire maintenant parce que c'est ça qui va le plus te servir dans ton vol de tous les jours. Et c'est pas de faire un décrochage où tu vas te chier dessus pendant tout le décrochage et où au final tu vas dire bon ouais c'est bien j'ai fait un décrochage, tu vas pouvoir te vanter que d'avoir fait un décrochage une fois dans ta vie mais ça ne te servira à rien et la compétence ne sera pas acquise ni validée quoi. La différence c'est qu'il y a plusieurs vitesses, nous on observe parce qu'on est là tous les jours, il y a plusieurs vitesses dans ces stages-là, donc ça a un engouement oui, parce que maintenant on parle beaucoup de pilotage, on en parle dans les magazines, on en parle de façon plutôt très positive et on va dire que ça aide, on dit que maintenant ça aide à plein de choses, mais il y a toujours les mythes, le mythe du décrochage, il y a toujours des trucs, on a envie alors que quand ils arrivent ici et on vous dit ça sert pas à grand chose, le gars dit non mais moi je m'en fous, je veux faire décrochage et puis voilà, notre but est vraiment de changer un peu le fusil d'épaule en disant attends, essaye ce petit truc, c'est super rigolo aussi et puis tu vois ça va t'apprendre ça et ainsi de suite et par expérience, nous depuis le temps qu'on fait ça, on s'aperçoit que quand on prépare les gens techniquement et psychologiquement à quelque chose, une montagne telle que le décrochage, si on les balance dans le décrochage, ils vont se brûler les ailes, ils vont sortir comme ça, ouais je l'ai fait, le site je le ferai dans 15 ans peut-être. Et puis alors que quand on les prépare à ça, on prépare sur plein d'autres mouvements qui sont beaucoup plus classiques pour eux, où ils arrivent à trouver du plaisir, de la maîtrise de rotation, de la maîtrise de trajectoire, quand on les emmène sur un décrochage, ils sont prêts et ils le trouvent, ah mais c'est que ça. On a souvent cette réponse, ah mais c'est facile en fait. Et là, on te dit, on a fait le bon jeu. Voilà, c'est un petit peu le jeu. Mais voilà, tout le monde évolue un peu différemment. Et il y a des gens qui sont aussi, on a aussi des bonnes surprises, des gens qui arrivent et disent, moi je ne sais pas faire grand-chose, petit tangage le jour, je ne sais pas ce que c'est un tangage, explique-moi, et puis tu vois qu'il a toutes les qualités requises, et puis lui on avance. Quoi. Parce qu'il est ouvert à l'écoute en fait, et c'est un peu, tout à l'heure on parlait de remise en question, savoir se remettre en question.
qu'on fasse du parapente, à la base on n'est pas né avec des plumes, on n'est pas censé être pendu à des bouts de ficelle à 1000 mètres au-dessus du sol, hein. À la base on est né les 2 pieds par terre, et donc c'est normal qu'on ait des repères verticaux, horizontaux de base, et on peut toujours essayer de faire tout ce qu'il faut pour ressembler aux oiseaux, d'avoir moins de réflexes de chercher des appuis avec nos mains et ainsi de suite, on restera toujours des terriens. Et la personne qui n'est pas capable de se rendre compte de ça, de se rendre compte que potentiellement on fait une pratique à risque, que ce soit du parapente, du ski hors piste, du surf des mers, tout ce qui est un jeu avec la nature, de toute façon on ne pourra jamais être plus fort que la nature. Les gens qui ne sont pas capables d'avoir cette mentalité de pilote et qui ne la comprennent pas, c'est-à-dire rester humble face à la nature, face à son niveau, face à sa fatigue, face à notre pratique et à nous-mêmes en fait, ils n'ont rien à faire dans des activités comme celle-là. Et malheureusement, on a encore beaucoup de gens qui débarquent en cible en disant mais moi je sais tout faire, et on a envie de leur dire mais pourquoi tu es là alors? Si tu sais tout faire, pourquoi tu viens et pourquoi tu me contredis quand j'ai des choses à te dire, plutôt que d'écouter, de te dire ah bah tiens ça en fait je sais pas le faire, et puis d'accepter et de s'ouvrir quoi. Donc c'est sûr quand on a quelqu'un, le moins bon du club qui arrive la queue entre les jambes mais qui a les oreilles grandes ouvertes parce qu'il pense être débutant et qu'il a qu'une envie, c'est d'apprendre tout. Et à côté le cador qui est là, la gueule grande ouverte, à raconter toutes ces histoires sans jamais en fait analyser quoi que ce soit, et ben en fait à la fin du stage, le cador qui nous demande un décrochage depuis le début, ben on lui dit non, t'as pas validé les compétences qu'on te demande depuis le début, t'écoutes pas, tu t'en fais qu'à ta tête. Et le débutant qui avait 2 ans de vol mais qui a écouté depuis le début, ben lui il dit bah on va au décrochage, t'as le niveau, maintenant t'as les compétences, on a validé, t'as plus qu'à y aller. Et souvent, c'est des situations comme ça qui s'inversent, où on a presque un tout débutant et un cador, et en fait, c'est le tout débutant qui devient meilleur que le cador sur le stage, en termes de compétences, parce qu'il est prêt à prendre tout ce qu'on lui offre, alors que l'autre pense déjà tout savoir, quoi. Donc c'est vraiment aussi une formation, et ça part de l'INIT, et je pense qu'on a beaucoup à travailler, et beaucoup de moniteurs vont se remettre en question eux-mêmes, sur la façon d'enseigner, sur la mentalité qu'on inculque aux élèves en tant que pilote. Et ça fait aussi énormément partie de ça dans les stages chiffres, quoi. C'est apprenez à vous connaître, apprenez à gérer, on va apprendre à un élève par exemple à sentir une sensation, bah, hop, je sens que je perce le point de décrochage, l'épaule qui dérape, ok, bah, on va lui faire répéter plein de fois, jusqu'à lui dire, bah, tu as bien senti cette sensation, enregistre-la, et le jour où tu la ressens, tu auras le réflexe de tout de suite aller relever la main au bon moment. Moi je veux aussi, et les femmes je pense de la même façon, on va demander à nos élèves, bah là tu as fait une connerie, tu as vu qu'on était au 3e vol, tu étais fatigué, tu as tiré comme un bonnet sur la commande alors que tu avais fait les choses très bien au vol d'avant sur le même exercice, tu t'es retrouvé à faire secours, ok maintenant reviens dans ta tête, comme on le ferait pour un cross, parce qu'on a posé, on a fait une erreur qui nous a posé, ou ainsi de suite, reviens dans ta tête sur dans quel état d'esprit tu étais, comment tu étais en termes de santé, de fatigue, de concentration, avant que ça se passe. Est-ce que tu avais pris une décision réelle, ou est-ce que tu étais entre 2 décisions à pas trop savoir quoi faire? Est-ce que tu étais énervé, et ainsi de suite? Et essaye de te rappeler dans quel état tu étais physiquement, mentalement, pour en arriver là. Et souvent, bah, si on regarde par exemple en cross quelqu'un qui aura posé, bah, s'il remonte 1 heure avant, il va se rendre compte qu'il a perdu patience, qu'il s'est mis à avancer, qu'il a fait une fuite en avant, qu'il a fini posé. Bon, bah, on peut avoir un élève qui à un moment donné, il a fait 3 fois la manœuvre, les 3 premières fois il était super stressé parce qu'il l'avait jamais fait, donc il était super concentré, il a fait tout nickel comme on lui avait dit, puis au bout de 3 fois il a démystifié le truc, il y va, il pense plus à rien au niveau des procédures de gainage, de ci, de ça, et il se retrouve à la rue complet, à se prendre 3 tours de twist, à dire bah je comprends pas, j'ai super bien réussi les 2 premiers coups, bah ouais mais là t'étais plus concentré, et allé à la fleur au fusil en me disant c'est facile, et on a oublié tout ce à quoi il fallait penser avant. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment un travail sur nous-mêmes. À être un bon pilote, c'est pas seulement savoir bien piloter son aile, c'est se connaître soi-même, savoir prendre des décisions et savoir écouter la petite voix qui nous dit si cette décision elle a l'air bonne ou pas, quoi. Et tout ça, c'est une connaissance vraiment de soi-même. Ouais, je finis là-dessus, et du coup quand on remonte, on fait un peu ce rappel de la sensation qu'on a eue. Alors là il parle par rapport à un traumatisme, hein. Rappelle-toi dans quelle sensation tu t'es trouvé, dans quelle tu avais la gorge sèche, le machin, tu étais taqué, tu étais tendu sur tes commandes juste avant de passer. Là tu t'en rappelles, ok, ça voudra dire la prochaine fois c'est un warning, en disant ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends mes marges, voilà, ça c'est important. Il y a aussi l'autre sensation où ça se passe bien, tout se passe bien, et de dire, rappelle-toi dans quelle sensation tu es là, tu es détendu, tu te souviens, ça a été fluide et tout ça. Le jour où ça sera moins fluide, il faudra que tu t'en aperçoives. Et ainsi de suite. Et ça, c'est vachement important, et on fait de plus en plus attention à ça, parce que les conditions de vol évoluent. Dans le vol, on a des temps forts et des temps faibles, et nous, en fait, le travail et le lien avec ce qui se passe dans le vrai, dans le cross, dans le thermique, c'est ça, c'est ces fluctuations. Et lorsqu'on s'aperçoit que des pilotes sont attentifs
à leur schéma de vol, de relaxation, les temps de travail, les temps forts dans les thermiques, les temps de transition où on peut se relâcher mais pas trop. On apprend à la vigilance, on apprend à être vigilant très fort dans certains moments et beaucoup moins dans d'autres, mais tout le temps en ayant une courbe de vigilance qui doit être là. Et voilà, c'est aussi notre travail technique, et c'est là où on pousse de plus en plus sur ce travail-là, d'arriver à comprendre les signes qui vont vous permettre d'être actif, hyperactif, ou alors de dire c'est bon, avant qu'il m'arrive un truc, je vais me poser. Voilà, c'est un petit peu, ce jeu-là. Et on travaille de plus en plus sur cet état de vigilance. Et cet état de vigilance, cet état procédurier, on essaie d'être de plus en plus procédurier sur certaines manœuvres de sécurité, de façon à ce que lorsque la vigilance n'est plus là, on se retrouve dans une procédure de sécurité, parce que le feeling n'est plus là, parce qu'à un moment, on peut dire, ok, qu'est-ce qu'il manque 1, 2, 3, il manque ça, ok, c'est bon, je sais faire, non, pas. Parce qu'on s'aperçoit que le fun du parapente, le côté pisse, je vole et machin, ben les gens perdent complètement l'état de vigilance et viennent se placer dans une transition sous un banc d'un col, viennent se placer trop proche d'une relief parce qu'ils ont vu un grimpeur, et puis des conneries basiques, simplement par un manque de vigilance. Avant on disait par un excès de confiance. Et ben ouais, mais l'excès de confiance, ça veut tout dire et rien dire. Et moi je vois souvent, voilà, on est en confiance près du relief, puis à un moment on est moins vigilant, on s'en rapproche, on discute avec le grimpeur, et puis merde. Et ça c'est la vigilance, c'est pas un excès de confiance. Donc voilà, on essaie de travailler là-dessus, parce qu'on pense que c'est ce qui manque clairement à la suite d'un stage de simulation en vol, qui est encore une fois un gymnase. Et ici on est dans un gymnase, et c'est comme en escalade, c'est une salle de bloc. C'est vraiment un truc qu'on peut vraiment travailler techniquement, on peut travailler psychologiquement certains étages, mais à un moment qu'on n'en est plus au-dessus d'eau, qu'on n'a plus le gilet, on n'a plus quelqu'un qui vous dit à la radio, qui rigole et qui est détendu, comment ça se passe après? Et en fait, le fait d'avoir aussi ce parallèle maintenant sur ce travail mental, sur ce travail d'état de vigilance et d'état de reconnaissance de situation émotionnelle, ça permet de faire un petit lien vers la réalité aussi. Donc on travaille un petit peu là-dessus aussi. C'est plus facile d'apprendre à connaître une voile qu'apprendre à se connaître soi-même. Une voile, ça se connaît en même pas un an si vous volez beaucoup, quelques vols. Et apprendre à connaître soi-même, c'est toute la vie. Hein. Ça prend. Mais du coup, ça vaut le coup de commencer tôt. Je me permets, j'ai une question Facebook de Clotaire qui nous intéresse parce qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps, qui demande, je pense qu'elle rebondit sur ta remarque sur continuer à travailler à la maison par la suite. Elle demande si c'est pas plus safe quand même de pratiquer en milieu sécu et encadré. Encore une fois, c'est pas plus safe. Nous, on n'a pas un cordon ombilical avec, comme tous les moniteurs de la planète, on n'a pas un cordon ombilical, c'est-à-dire que les gens, à un moment, il faut qu'ils prennent leur propre responsabilité. Nous, notre travail à nous, c'est que comme tous les moniteurs qu'on a partout au-dessus du sol, quand ils emmènent un élève en l'air, alors c'est clair qu'ils leur font confiance, mais on fait un plan de vol, c'est pas pour rien, c'est pour un moment qu'ils aient conscience dans quel milieu on évolue, et conscience que si la radio ne fonctionne pas, ou le moniteur se casse la jambe, machin, à un moment il est capable de rejoindre l'atterrissage, sinon on ne le ferait pas. À un moment, on ne fait pas ça pour rien. Donc en l'occurrence, nous, dans les stages simulation d'incident de vol, bravo, c'est en milieu sécurisé. C'est le milieu qui est sécurisé, tout simplement parce que si on doit tomber proche du sol, l'endroit est sécurisé, que ce soit sous un secours ou on tombe dans l'eau, dans un endroit où on n'emmerde personne. En tout cas, le lien est toujours là, mais nous, on n'a pas de cordon ombilical. C'est-à-dire que quand on emmène des gens justement maintenant vers un exercice basique, on valide des compétences, on valide des capacités mentales à travailler, et quand on vous dit que vous êtes capable de le faire à la maison, ben, c'est votre choix, vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais quand nous, on vous dit, on lit, vous êtes capable de le faire à la maison, c'est qu'on estime que vous êtes capable de le faire à la maison. Donc que ce soit au sol, qu'on n'a pas pris de risque, ni nous, ni eux, au-dessus de l'eau, du coup, elle est bossée à la maison. Et puis des fois, on leur dit, ben non, là, je crois que c'est pas bon. Ou alors, ça ne correspond pas à où tu voles, ça ne correspond pas à plein d'autres choses. Mais on essaye d'avoir on va dire, dans nos milieux, du CIV a été souvent critiqué, parce que ici, on peut tout faire, par contre, ailleurs, on ne fait plus rien. Non, c'est pas ça le but du jeu, quoi.
Le but du jeu est vraiment maintenant d'éduquer ces gens à ça, à travailler. Et c'est pour ça que la progression est un petit peu plus lente, comme on dit. On fait moins de choses, mais on travaille beaucoup plus en précision et en travail personnel. Et jusqu'à présent, pourquoi ça a du succès? Je pense que c'est aussi pour ça. Parce que les gens ils se sentent, ok, on a eu une évolution, on a eu un step-up, on s'est relâché un petit peu plus, on a appris à faire des choses. Derrière, je suis revenu en école, chez moi, avec mon prof, j'ai fait du thermique, c'est monté un peu plus haut, j'ai ouvert un peu mon champ, il manque quelque chose maintenant, allez, on y va. Et sachant que maintenant, on dit, moi, où on est capable d'enseigner du tangage basique, on va dire de la mise dans la sellette du tangage basique, à l'Infinite, qui est la figure l'un des plus engagées actuellement en voltige. Donc tout le panel, on est capable de dissocier et d'emmener, on va dire, des gens à ce type de pratique. Donc du coup, à un moment, on met en place pour que le travail se fasse chez nous, pour qu'il soit reproductif dans sa majeure partie. On n'est pas dit dans sa majeure partie, au-dessus du sol. Basse, avec moins d'amplitude. Le tout, c'est qu'à un moment donné, il y a une certaine compréhension. S'il y a eu une compréhension des clics de pourquoi on fait ça et d'avoir compris à peu près le positionnement dans l'espace et ainsi de suite, il faut travailler ses gammes. Si en musique on fait un cours de musique tous les mois et qu'on ne répète pas de gamme entre chaque cours de musique, on ne va pas progresser, on va refaire la même chose à chaque cours, quoi. Donc c'est vrai que quelqu'un qui va retravailler ses gammes, même sur des plus petites amplitudes, par contre ça implique, pareil, qu'on est formé aussi pendant cible à qu'est-ce qu'un box. Trouver un box à la maison, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus de l'eau, mais un box dégagé avec des arbres, avec des champs, pas de ligne électrique, pour que si jamais on devait faire ce cours, on arrive dans une zone ou qui est amortie dans des arbres ou qui est dégagée des champs par exemple. Mais c'est bien, le but c'est bien de comprendre que ce soit en cible ou à la maison. Le but c'est pas de faire ce cours, c'est d'avoir une progression qui soit assez détaillée, assez comprise, pour la faire pas à pas sans sauter une marche et risquer de se mettre sous le secours, que ce soit dans l'eau ou sur le dur à la maison, quoi. Donc ça veut dire de la compréhension et du coup une mise en place qui soit raisonnée et raisonnable. Pas à l'arrache, on tente un truc parce que je tente à la maison alors que j'ai été à moitié compris ce qu'il fallait faire et pourquoi on le faisait, quoi. Et puis je vais confirmer que c'est important de ne pas le faire au-dessus de l'eau. Ouais. Et que pas avec la radio. Et que pas avec la radio, en effet, parce que si on attend tout le temps d'avoir quelqu'un en radio, le jour où on est tout seul, déjà on n'ose plus rien faire. Quand on écoute tout le temps quelqu'un en radio, on développe moins ses sensations. C'est-à-dire que si je vais appuyer dans la commande en écoutant quelqu'un qui me dit vas-y continue d'appuyer, je ne suis pas à la recherche de la légère perte de pression que je vais avoir en passant à travers le point de décrochage et ce genre de choses, et je ne vais pas du tout travailler ces sensations, ni les enregistrer, ni les automatiser. Et en plus, le jour où je suis tout seul au-dessus du dur, je ne fais plus rien du tout, alors que je peux avoir des super compétences qui me permettent de le faire, mais si je pense que c'est au-dessus de l'eau que je peux tout faire et rien au-dessus du dur, après c'est bien, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudrait pouvoir crosser avec un lac en dessous de nous tout le temps, quoi, parce que faire du cross sans savoir faire de l'exercice de pilotage, même basique au-dessus du dur, c'est pour moi bien plus dangereux que de faire de la voltige au-dessus de l'eau, quoi. Et même de tenter des figures qu'on ne sait pas faire n'importe comment au-dessus de l'eau sera moins dangereux que faire du cross sans comprendre un mouvement pendulaire et en se disant oh, si ça bouge je mettrai du frein et j'attendrai que ça passe. Ça marche un moment et puis un jour où ça marche plus et puis après ça fait des traumatisés qui mettent 10 ans à s'en remettre, quoi. Et puis dans tous les cas, le travail, et puis dans toute expérience, quand on fait un stage d'initiation derrière ou un stage perf, derrière d'aller voler tout seul, c'est formateur. À un moment, c'est là aussi qu'on apprend. Clairement, on se trouve et c'est là où l'échange commence à se mettre en place et c'est là qu'on peut avoir un feedback sur ce qu'on fait réellement et puis derrière on se dit ah ouais bon là j'en suis là, j'aimerais aller là et l'autre rôle il est aussi là, hein. Et c'est pour ça qu'en cible c'est la même chose, on vous donne des exercices de base, à un moment il faut aller bosser à la maison, hein. Sinon, mais après j'en reviens là-dessus parce qu'en salle d'escalade par exemple on a les salles de bloc par exemple, où les gens maintenant, c'est leur fitness, salle de bloc. Alors, pourquoi ça marche aussi, je reviens là-dessus, c'est qu'à un moment, les gens ils sont contents de venir en stage. Voilà, on est en stage, on s'amuse, on fait des trucs, on apprend des trucs, et puis salut, au revoir, et puis je reviendrai. Mais il y a aussi ça, c'est comme les gens viennent en stage init, ils viennent en stage perf, ils viennent en stage pour balader, passer un bon moment, en voulant apprendre, sachant qu'ils ne vont pas trop bosser à la maison. Il y a aussi ce genre de personnes, parce que c'est intéressant, c'est un stage intéressant, et encore une fois, c'est un stage qui est individualisé. Et je pense que c'est aussi ça qui plaît aux gens. Et je pense que s'il y a un truc à dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment individualisé. Donc voilà, c'est ce qui plaît aussi aux gens. Il n'y a pas les duos et le soir, mais les vins blancs.
Nico, j'ai réussi à te... Non? À te changer. Allez, Nico. Ah, t'as peur, hein? T'as peur, hein? En vie, après, ça se reproduit facilement, en fait, comme tout ce qui s'apprend, en fait, après, parce que du coup, depuis un an que j'ai la chimie, je crois que je suis plus volé en vie qu'en tout. Alors, c'est reproductif sur la biplas, c'est ça que tu dis? Ouais. Alors, oui, bien sûr, enfin, c'est reproductif sur la biplas, comme je dis, sur toutes les ailes. Il n'y a que certaines ailes qui sont spécifiques, les monosurfaces, pour plein de petites choses, mais basiquement, la technique est la même. Sur un biplas, la technique est la même. Les inerties vont être différentes, tout simplement. Mais les actions de pilotage basiques vont être strictement les mêmes. En l'air. Je ne parle pas du décollage et de l'atterrissage. Hein. Oui, je suis vachement plus détendu. Mais c'est marrant parce que beaucoup de gens sont vachement plus détendus. Jimmy Ouais, Bond c'est n'est pas pas plus passé détendu, tout le monde dit qu'elles sont des traits solo. Et ça, c'est étonnant. C'est peut-être. Ah ouais. Ben nous pas. Beaucoup plus de marge qu'en solo. Ah ouais, et nous pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait peur, bien sûr. mais ouais, je suis. Non, moi, je me fais souvent la remarque. Hein, l'été, on bosse, on fait quelques bipasses pro. Je suis pas détendu. Hein, quand dans l'enfant, on est comme ça et tu vois les autres qui sont cool. Tu te dis, bon, comment ça se fait que moi je suis pas si cool? Mais non. Et en fait, tout ça. Après, c'est un défaut professionnel, je pense, c'est que. On sait tout ce qui peut arriver sur un parapente, on sait que notre vigilance est souvent un petit peu au-dessus de certaines personnes qui font trop confiance à certaines choses. Mais ceci dit, on s'en sort bien quand même. Hein, mais je pense que le biplas n'est pas un outil de jeu, est un outil de transport, et un outil où on peut emmener quelqu'un, ça c'est intéressant, il n'a pas le même potentiel qu'une aile. Il est plus physique, les précisions au niveau du pilotage sont un peu différentes, il y a plus d'inertie. Donc du coup, oui c'est transposable, mais avec des spécificités. Voilà. Mais comme une aile, on va dire celle-là par exemple, et une aile Enzo, tout est transportable, mais avec des spécificités. Après c'est ça le petit truc. L'allongement, la pression à la commande, l'écartement des écarteurs, un biplas light, un biplas rigide, un biplas de compète. Il y a différentes choses. Ça me fait penser à un truc, c'est justement les biplas, parce qu'on apprend les sketchs, donc on apprend à sortir en signe. Si on fait un biplas, c'est la même sortie, ou c'est pas la même chose? Bah, je sais pas, c'est pareil, non? Par rapport à quel sketch J'en sais rien, mais s'il décroche, s'il part en vrille, c'est la c'est même pareil. chose. Tu vas avoir d'autres problématiques du fait d'avoir d'un passager, d'avoir des écarteurs souples ou rigides, ce qui fait que ça va potentiellement amener d'autres problématiques de mouvement, de twist, et ainsi de suite, mais qui au final sont quasiment les mêmes que si on avait un cocon ou quelque chose comme ça. Après, des débattements un peu plus longs, des comportements des fois un peu plus, avec un peu plus d'inertie, mais grosso modo, ça reste un parapente, ça marche de la même manière. On fait un décro, on fait une marche arrière, on ressort par une porte de sortie par devant avec un shoot plus ou moins fort qu'il va falloir plus ou moins temporiser. Ça reste un parapente en fait. Hein. Ouais. Une fermeture asymétrique où en solo on se met une pense, il faut compenser avec le passager. Ouais, là on va contrer Célette. Le passager, si on est vachement actif à la parole, on peut lui demander si le passager est actif aussi de se pencher pour nous aider. Après en général, et c'est ce qu'on voit aussi en cible, c'est que on utilise la sellette. Moi je sais que par exemple mon passager, je lui demande très rarement de tourner avec moi en sellette. Je lui dis si tu veux suivre le mouvement, essaye de rester du côté où on va à chaque fois. La tendance est de serrer un peu plus la Je lui serre un peu plus la ventrale et je me sers plus des commandes. En fait, servir de ces commandes, il y a plein de gens à qui ça fait peur, qui vont être très timides à la commande parce qu'ils se disent bah ouais mais basse vitesse, trop de commandes, basse vitesse, décrochage. En fait, quand on connaît les limites, on va jouer avec ces basses vitesses. On va chercher, allez, je vais tourner un peu plus fort dans le thermique, mon j'arrive pas à le faire tourner, bah allez, je vais aller planter un coup pour le tordre un peu et rentrer dans ma bulle. Et en fait, ça devient un outil de connaître son aile à 100%. Plutôt que de ne pas oser mettre de frein et d'être à fond à la sellette en se disant comme ça je suis sûr qu'il ne le fait pas. Ouais mais bon, si tu as une moitié fermée et que tu dois contrer, il faut y aller à un moment donné. Et si tu sais y aller et dire non pas plus que ça parce que là pour le coup si j'ai plus ça va pas le faire, et ça va tout de suite être beaucoup plus efficace. En fait on propose plusieurs outils. Enfin, pour revenir vite fait avec ça, on parle du passager. Le passager c'est souvent pour nous un point mort. C'est pas notre copine ou quelqu'un qui vole déjà. C'est souvent un point mort qui est là pour bénéficier du paysage et puis du bon moment. Donc du coup, on est obligé de développer d'autres outils. Parce que la sellette, tu me dis, je compte, j'ai une asymétrie, je compte à la sellette. Moi qui fais 100 kg, si j'ai 120 kg de vent, contre la sellette, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc du coup, on a d'autres outils de travail qui sont en l'occurrence nos commandes. On a beaucoup
beaucoup plus ces dernières années développé des actions de pilotage claires et précises à la commande plutôt qu'avant à la sellette. Alors, à la sellette pour différentes raisons, mais maintenant, toutes les ailes de voltige, on pilote à la commande par précision de pilotage. Les cocons nous empêchent de vraiment se mettre à la sellette, donc du coup, on a dû développer une technique. Et c'est ça aussi ce qui a évolué ces derniers temps, c'est que avant, il y avait un schéma, c'est sellette, et on ne touche pas la commande, sinon on risque de décrocher. Maintenant, on va faire pas l'inverse, mais la sellette sert toujours, mais on va développer beaucoup plus de qualités qui n'ont pas été développées les années précédentes. Et du coup, on s'aperçoit qu'en biplace, justement, quand on fait des wings, quand on fait des trucs, on ne peut pas balancer 120 kg en sellette d'un côté, donc il va falloir qu'on trouve des timings différents, des progressivités différentes, des actions de pilotage à la commande différentes, différencier d'une aile solo, mais le mouvement, la base technique et la base pendulaire et dynamique est exactement la même. Pardon, question Facebook, du coup, le CIV en bi. Le CIV en bi, alors, pour nous, c'est souvent une question d'assurance. Maintenant, je crois que ça commence à bien évoluer. Déjà, il faut que notre pilote du bi est déjà venu valider avec nous un niveau minimum. Alors qu'on voit avec lui, ça dépend ce qu'il veut faire en biplace, et qu'il ait déjà validé un niveau minimum, puis après on modifiera aussi les charges à l'air du biplace, qui est intéressant, jusqu'à venir sur une charge à l'air avec laquelle il vole régulièrement. Voilà. Mais oui, c'est possible, il faut juste qu'on valide un niveau de pilotage minimum de compréhension. On ne peut pas travailler avec une personne, en tout cas, on ne fait pas le travail avec de base avec une personne classique. C'est bon pour toi? C'est marrant, la notion de biplace m'inspire plus confiance, c'est assez étonnant. Oui, mais parce que ça amortit un peu plus, parce que c'est comme il y a plus d'inertie, ça nous prend moins, c'est plus monobloc, il y a moins de ailes vivantes, ça se comprend en termes de sensations, mais après moi je sais que du fait d'avoir quelqu'un entre les jambes, je suis 10 fois plus tendu, parce que là c'est pas ta peau que t'engages, c'est la tienne plus celle de quelqu'un d'autre. Et là du coup il y a de quoi y réfléchir à deux fois. Moi c'est vraiment ça. L'autre sens, c'est les mouvements de l'air en fait. Ouais, en termes de comportement de l'aile, je vais être d'accord. Encore l'autre jour, j'ai fait un vol de C2. C'était fort, j'ai pris la première frontale à vie. Bon, ça s'est ouvert tout de suite, mais ça n'a rien fait. En solo, je pense que je serais imposé. C'est étonnant. Qu'est-ce que t'en penses, Thierry? Je pense que si tu es plus à l'aise sous ton biplace que sous ton aile solo, peut-être de revenir sous une aile solo, peut-être un peu moins vive, peut-être un peu plus sage. Je sais pas avec quoi tu voles. Tu voles avec quoi? Ou 3. Hein? Ou 3. Ou 3, ouais, c'est plutôt sage. Donc après, comme disait Bill, c'est vrai que normalement c'est plus amorti un biplace. Alors après, il y a peut-être ton passager qui te rassure aussi, le fait de le partager avec lui. C'est possible. Tout est envisageable en fait. Mais souvent, on retrouve des pilotes de biplace qui sont plus à l'aise sous leur biplace que sous leur aile solo. Et bizarrement, peut-être pas dans les phases de vol, mais souvent au décollage, il y a plus d'inertie, du coup ça monte plus doucement, on a plus le temps de se préparer, etc. Il y a juste la gestion du passager qui est à prendre en compte. Mais on a souvent ce cas de figure. Après, juste pour donner un exemple, moi je me rappellerai toujours une Ford BNT, donc tous les biplaceurs d'Annecy qui sont à latéraux. Et puis un soir, fin de journée, on voit tous les biplaceurs d'une structure qui se jettent derrière un écran, tous morts de rire, et puis ils rigolent, puis bon, nous, ils nous disent venez voir, il faut nous expliquer 2-3 trucs. Alors bon, déjà les moniteurs qui nous demandent qu'on leur explique un peu sur le parapente, ça laisse un peu à désirer, donc quand même, on passe la journée à emmener des gens, pourrait se renseigner un peu, quoi. Et puis là, on voit donc une vidéo, le passager qui tient la perche, c'était un vol sensation avec un pilote qui vole qu'en biplace tout le temps. Alors c'était sûrement un très bon pilote il y a 20 ans, 30 ans, il y a longtemps, en solo, mais maintenant il vole qu'en biplace. Et donc biplace sensation, donc là il fait des spirales un peu engagées, des wings, puis sur une sortie de spirale en chandelle, donc parce que nous on travaille à répétition parce qu'on sait que c'est ça qui perd les gens et que si on arrive à accepter ce genre de mouvement-là, derrière ça devient beaucoup plus facile de gérer pas mal d'autres mouvements. Sur une spirale chandelle, il perd pied, il s'appuie sur les freins, il décroche, il se met un vrac sur pilotage classique, casquette d'incident qu'on voit avec tout plein de voiles en solo habituellement. Par chance, son passager, il croit que ça fait partie du sensation, il est très content, il dit oh, c'est trop bien, mais le pilote derrière, il est en survie, il est à deux doigts de croire qu'il va mourir.
en loi, il est comme ça, quand ça ressort, il essuie le front plein de sueur, parce que là, il est à 100 mètres sol et qu'il fallait pas que ça dure plus longtemps, et le passager est super content. Ça, moi, je trouve pas ça normal, et honnêtement, si j'avais le pouvoir, je dis, Jean, mon gars, ton vélo, tu l'as plus, c'est fini, tu dégages, et on veut plus te voir de gens comme toi faire de l'activité professionnelle. Parce que c'est peut-être un peu méchant, mais à un moment donné, c'est ce genre de personnes-là qui, en se mettant des cartons et en faisant n'importe quoi, vont faire arrêter notre pratique, quoi. Et si on veut pas se retrouver avec un truc version chute libre où je dois passer tel brevet, valider tel truc pour pouvoir avoir le droit d'aller voler tout seul et ainsi de suite, ou comme même dans juste des pays pas très loin d'ici, où c'est beaucoup plus cadré, et faut que les gens ils ont un minimum de conscience, quoi. On fait pas du ping-pong, on fait pas du golf. Non mais voilà. Non mais ça c'est important. Et alors ce serait des conditions énormes. La personne serait mise en vrac, ça peut toujours arriver à tout le monde. Mais là en l'occurrence c'était un mouvement tellement basique que, et en fait pourquoi il a fait ce genre de choses? Parce qu'à côté de lui il y a des autres personnes qui volent beaucoup mieux, qui font cette pratique voltige vraiment en biplace. Et pour lui, ça lui paraît... C'est tellement bien fait que ça paraît tellement facile. Donc, il y a un moment, il a pris le goût, il a fait « moi aussi, je vais le faire comme eux ». Et puis, se retrouver dans une autre serre. Et pourtant, et pour nous, c'est basique, c'est ce qu'on fait faire, nos initiations ici en stage de simulation. Donc là, on s'est posé réellement la question, quoi. Clairement, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, le biplace, encore une fois, c'est un outil, c'est quelque chose qui amortit. Mais à un moment, quand comme un biplace, comme une aile débutant, quand tu l'empêches de voler ou quand tu n'es pas bien dans la dynamique, ça marche pareil, ça merde pareil. C'est ça aussi le côté un peu critique de la chose, c'est qu'à un moment, que ce soit en biplace ou en solo, qu'on soit en confiance ou pas, le jour où on n'est plus en confiance parce qu'il se passe un truc, notre capacité de réaction, c'est l'entraînement et c'est la connaissance qui va te permettre d'avoir une meilleure gestuelle du moment. Ou alors, c'est l'attitude et la marche que tu as qui vont te permettre de sortir, l'un ou l'autre. Si ça n'a pas les deux cas, à un moment tu vas percuter, tu vas te dire putain mon aile, elle m'a fait une couille aujourd'hui, je comprends pas. Ou alors tu vas te dire ouais, il va falloir que je comprenne ce qui s'est passé pour m'adapter, quoi. Et en fait une aile solo et un biplace, le biplace aura plus d'inertie et ce sera, quand tu prends une grosse baffe ou une grosse cravate, ça devient tout de suite plus physique, quoi. Et quand j'entends des gens, des fois en aile solo, qui prennent une moitié d'aile et puis ils me disent wow, c'était physique d'arrêter, je dis ouais, mais attention, un biplace c'est un step-up, quoi, hein. C'est au niveau du physique, un décrochage par exemple en biplace pour très bon. Quand on fait en solo, j'entends des gens qui sont comme ça en train de faire un décrochage, j'y arriverai pas. Alors qu'un décrochage en bi, pour quelconque raison, c'est augmenté encore. Donc il est vrai que c'est plus stable, ça correspond ça amortit pas mal de choses, mais si on merde techniquement, ça viendra aussi, quoi, comme autre chose. Donc l'apprentissage, en tout cas pour moi en solo, est l'apprentissage de base, parce qu'au moins tu es face à toi-même, tu es avec une aile qui bouge plus ou moins, il suffit juste, je pense, d'accepter certaines choses, quoi. Dans un mouvement, on parle encore de mental, par exemple. Pour en revenir là-dessus, j'ai des élèves qui m'ont dit ouais, mais quand c'est turbulent ou quand c'est pas trop turbulent, l'aile elle bouge beaucoup, qu'est-ce que je pourrais faire comme pilotage? Il y a un moment, on ne peut pas tout amortir, donc à un moment, il faut accepter que ça bouge. Et cette acceptation, tu dis voilà, je suis dans cette. Il faut la voir de façon positive en disant ok, ça bouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'ascendance, c'est nickel. Nous, il y a des fois qu'on est ras-le-sol en pleine et tu te dis j'aimerais bien que ça bouge un peu pour que ça me sorte. Et là, c'est une information. Et il faut le voir de façon positive, cette information. Et du moment que tu dis à la personne, voilà de façon positive, détends-toi, ça donne une information, comment bouge l'aile, ainsi de suite. De toute façon, ça fait partie de nous, cette peur, ça nous permet de créer cette vigilance. Mais par contre, il faut qu'elle soit positive. Il faut, comme on en parlait l'autre jour, il faut l'avoir en nous, mais pas la faire grandir. C'est-à-dire qu'on l'a en nous, elle est là, elle est posée, on sait que ça nous crée la vigilance, et maintenant on s'en sert pour évoluer. Et je crois que c'est aussi ces gaps-là dans la progression qui sont importants. On a tous eu des moments de progression psychologique en disant ouais, mon aile elle bouge, ou je me sens moins stable dans mon aile, ou ma sellette, il y a peut-être quelque chose du matériel qui ne va pas. C'est peut-être juste des sensations que vous avez mal analysées du parapente qui vous perturbent alors qu'il ne se passe que dalle, quoi. Voilà. Et du coup, positiver un petit peu sur ces sensations-là. Et du coup, juste par rapport à ce que tu disais, je pense que ce qui pourrait être intéressant pour toi, c'est de travailler sous ton aile solo, à plus d'acceptation du mouvement pendulaire avec une aile solo,
Et ce qui sera, une fois que tu vas accepter un mouvement pendulaire, au début à moyenne amplitude, puis à la fin à grande amplitude, tu seras là à te marrer et à te dire bah ouais, parce que mon pendulaire, ok, je suis peut-être en bas sur une énorme ressource, mais ça me dit que potentiellement je vais avoir un gros shoot qui va falloir être présent. Et à partir du moment où tu arrives à identifier toutes ces phases et à être présent pour te dire bah voilà, bah, j'en suis là, ça veut dire que ce qui va suivre c'est ça, et du coup tu anticipes, tu as des actions et des positions qui sont justes et qui te permettent d'anticiper sur la suite, ce qui fait que tu n'es jamais en retard, et au final, au bout d'un moment, tu acceptes vraiment ça, voir que tu t'en amuses. On arrive à un niveau où bah, se faire une chandelle de l'espace, retrouver en apesanteur, bah, ça devient un moment marrant, quoi. Alors peut-être qu'il faut un peu de temps pour y arriver, mais le jour où tu arriveras à cette acceptation parfaite, tu n'auras plus besoin de te dire en biplace c'est plus amorti, parce que tu te sentiras mieux sous ton aile solo déjà à la base. Et certes, il y a des jours où tu diras oh, bah, c'était bien d'être en biplace aujourd'hui parce que ça aurait vraiment brassé en solo, c'était un peu chimique, mais tu te sentiras quand même plus à l'aise en solo à la base sur tout ce qui est mouvement pendulaire. Et ces mouvements pendulaires, c'est la base du parapente. Quelqu'un qui gère ce mouvement pendulaire, qui sait se déplacer dedans, enfin qui sait répondre et comprendre et accepter ce mouvement, il n'a aucune chance de surpiloter logiquement. J'ai une question du coup sur le matériel. S'il va avec son matériel ou pas nécessairement? Il reviendra au briefing d'après. Le prochain c'est matériel. Ah ouais, ça pose la question sur le concept même du cycle. Oui, en fait, le concept même du cycle, c'est travailler sur soi, mais travailler avec son matériel. Le but est de travailler sur son matériel. Justement, on en parlait tout à l'heure, pour voir s'il est en accord déjà entre ses voiles, s'il est en accord avec ce qu'on veut faire dans le milieu du parapente, et puis aussi pour travailler sur les réglages qui ont à faire. Donc, il n'y a pas beaucoup de réglages en parapente, il y en a quand même quelques-uns entre le réglage sellette, entre les réglages des commandes. Et voilà, quoi. Donc, non, c'est son matériel, quoi. On peut difficilement emprunter un matériel pour aller faire un stage cycle. Alors après, il y a des cas très spécifiques où, par exemple, sur des ailes, et là j'en reviens là-dessus, sur des ailes compétition, alors peut-être que c'est votre cas ou pas votre cas, des gens qui viennent avec des nouvelles D, des nouvelles, on appelle ça CCC, des choses comme ça, et c'est leur premier cible, et là clairement on leur dit, bon bah venez avec une aile d'une catégorie inférieure de façon à déjà psychologiquement accepter un peu mieux ces mouvements, et pour par la suite voir si on peut aller travailler sur ce genre d'aile de haut niveau. Et à ce moment-là, on leur demande d'avoir un matériel, en tout cas la voile, différente de celle qu'on a. C'est un peu la même chose pour des ailes de voltige, où des fois il y a un gars, il arrive, et il met toute neuve de voltige, on lui demande ce qu'il a eu avant, il nous dit c'est une aile école, et là il va falloir qu'on évolue. Et ça généralement c'est pris avant le stage, c'est-à-dire qu'on a des fiches d'information pour la réservation avant le stage, des fiches qu'on demande au pilote de remplir, et nous, le fait d'être informé sur ce qu'il emploie, ce qu'il a comme matériel, des fois on passe un petit coup de fil et c'est toujours un peu mieux pour préparer le stage. C'est tout. On peut manger maintenant? On peut boire des bières. Vous avez d'autres infos? Ce qui est intéressant, en fait, là, on a beaucoup parlé, on a répondu à quelques questions Facebook, vous avez été vachement bouche bée, mais c'est intéressant d'avoir justement vous qui êtes tes copains et toi, donc, qui êtes en formation justement recyclage, moniteur au-dessus du sol, des choses comme ça. Si vous avez des questions, alors nous on se connaît bien Thierry, ça fait longtemps on s'est vu en formation ensemble, mais si vous avez des questions par rapport à ça, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, voilà. Moi j'ai une question typiquement technique sur le secours en bip, ouais. Les systèmes en vraie rose. Ah, alors ça c'est un switch sur professionnel. Non, mais au niveau amateur, au niveau professionnel, on a fait des tests. Il y a 2 ans en Guy, des tests de secours, le système André Rose ne fonctionnait pas, ou très mal. Alors on enlève, une fois le secours tiré. Alors pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'à une époque, quand André Rose a mis en place ce système, les biplaces convenaient à un type d'élévateur. Donc ils ont fait la ligne des élévateurs B d'une certaine manière, de façon à ce que
lorsqu'on tire ce cours, ça tire vraiment les B ou les C. Alors que maintenant, cette ligne-là de traction n'a pas changé en taille, par contre, les élévateurs sont de plus en plus courts. Et donc, du coup, il s'avère que ça ne tire pas complètement. Donc, et puis, ils ne sont pas tous faits pareils, et ainsi de suite. Donc, en fait, le système de sécurité n'a pas évolué en fonction de chacun des biplaces. Donc, clairement, actuellement, on peut estimer que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, il faudrait refaire un petit calcul à chaque fois pour refaire ce système. En l'occurrence, ce système est vachement efficace. Ça pourrait être efficace s'il est bien fait. Mais tout ce qui se fait actuellement dans le standard ne convient pas forcément à ce qui se passe dans la réalité. L'autre chose, c'est que le système Andreos, que ce soit pour un amateur ou un professionnel, c'est quand même relativement dangereux. On en voit souvent au décollage. C'est une sangle qui pend et tout le monde peut s'y accrocher, tout le monde peut la passer dans les élévateurs. On a quand même beaucoup de problématiques avec ce système-là, autre que le fait de tirer le secours. Et ce qui veut dire que de plus en plus on l'enlève parce qu'il nous pose beaucoup plus de problèmes dans les prévols, beaucoup plus de problèmes dans du vol classique que sa capacité clairement à affaler l'aile lorsqu'on tire le secours. Donc je pense que c'est un très bon système, mais je pense qu'il doit évoluer. Et pour l'instant, personne encore s'est penché sur cette évolution. Il n'y a pas de constructeur qui envisage de fabriquer. Eh bien, on lance un message. Nous, c'est pas. Si on nous laisse un peu de temps, on pourrait bosser dessus, sur des systèmes, sauf qu'on fait autre chose. Mais pour l'instant, non, j'ai pas encore eu d'écho là-dessus. C'est un peu laissé à l'abandon. En l'occurrence, Andreos n'était pas un constructeur. C'était quand même quelqu'un qui s'occupait des aérotests. Donc du coup, il a vu ce problématique et puis il a réfléchi là-dessus. C'était son temps libre qui s'est mis à pencher là-dessus. Je pense qu'actuellement, les marques pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de ça. Mais tu as raison, ce serait intéressant de pencher. Il y a d'autres problématiques encore dans le pilotage. Par exemple, on en parlait justement aujourd'hui, faire secours, c'est bien. Mais quand tu arrives au milieu du Brésil, il y a 50 km/h de brise, tu sais qu'une fois que tu as posé avec le secours, qui va être gonflé dans 50 km/h de brise, ça va être un autre système encore. Donc il y a après encore une autre problématique, comment affaler son secours quand on arrive au sol safe, quand c'est vivant. Par exemple, je lance, c'est un peu la même chose. On est faire une formation de bûcheronnage. Devenir végétarien complètement. Juste un truc par rapport au Andreos, on a aujourd'hui, il me semble qu'ils doivent le faire en taille biplace maintenant, mais des parachutes carrés qui font beaucoup moins d'effet miroir, voire pas du tout, sans affaler la voile. Donc ça peut être une alternative aussi d'avoir un parachute carré dans son biplace sans Andreos, donc en limitant tous les risques de défaillance de l'Andreos au décollage, du Andreos bloqué qui tire sur un B d'un côté au décollage, on s'en rend compte une fois en l'air, c'est la panique, on se fout aux arbres ou quoi que ce soit. Ça peut valoir le coup d'avoir plutôt un secours carré, puis toujours en partant du principe que logiquement on n'est pas censé avoir à faire secours en biplace. Déjà encore, enfin pas en solo, on est censé pas avoir à le faire, mais faire ce qu'il faut pour être d'avoir toujours des marges, et en biplace encore plus logiquement. Donc voilà, et après je pense que c'est la bonne chose de prendre un secours qui va limiter les effets miroirs, avoir un bien meilleur taux de chute qu'un secours rond, et puis comme ça en plus on n'a pas besoin de. Enfin ça règle le problème. On en reviendra au niveau conférence matérielle, mais voilà, ça aussi, on en parle chaud là-dessus. Ailleurs, ça existe. On commence à avoir une évolution dans les secours au niveau des stabilités, même si l'aile n'est pas affalée. On s'est aperçu que des ailes twistées, on ne peut pas affaler, dans tous les cas. Donc du coup, l'effet miroir est très proéminent, et à ce moment-là, ça percute le sol. Alors que les nouvelles évolutions des secours carrés, les évolutions qui se sont mises en place, ils n'ont pas bossé sur l'Andreos, par contre, ils ont fait une claire évolution sur la stabilité des secours, et éviter justement cet effet miroir. Ça avance réellement. Et là, il commence à avoir des secours en bi, qu'on va prochainement essayer d'essayer, plutôt légers en plus. Après, on ne sait pas, parce on sait qu'ils les vendent dans des poches, mais on ne les a jamais essayé, donc on va essayer ça. Mais on vous donnera des infos par rapport à ça. Parce qu'en tout cas, moi personnellement, j'ai enlevé le système Andreos déjà depuis un bout de temps, parce que ça m'a fait chier quelques fois à friser la correctionnelle sur des conneries de décollage, par exemple. Donc du coup, j'ai un système qui est assez intéressant, qui est très personnel et très intéressant, mais je pense que le carré sera une bonne évolution là. En tout cas, on en parlera au niveau matériel. Pourquoi ton système très personnel? Et là, c'est en backstage. Pas de marque.
J'ai une question Facebook là qui revient sur le pilotage pur. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais Stéphane demande s'il est possible d'expliquer la position des mains pour le décro dynamique. Tu pousses une main pour les deux commandes, l'autre pour le secours. Quoi. Ah, je commence à perdre la pédagogie. Ah, mais c'est bien aussi, Stéphane. Ouais, c'est difficile de répondre à des questions qui sont pas complètes. Si on n'a pas la situation et qu'on ne peut pas discuter directement avec toi, Stéphane, bah, c'est un peu plus compliqué. J'avais une question par rapport au public. Vous parlez des gens qui peuvent venir parce qu'ils se sont fait peur, ou d'autres qui avaient un peu trop confiants et qui vont se faire peur, et justement de toutes les personnes qui n'ont jamais fait de cible. Pour vous, c'est quoi un peu les prérequis à travailler avant d'arriver? En général, moi je conseille quand même de refaire du tangage, parce que des fois il y en a qui passent beaucoup de temps là-dessus sur les premiers vols en cible. Mais c'est vrai qu'au club, en fait, on a des jeunes qui veulent faire du cible, mais qui sont encore sortis d'école, ça va, mais je crois qu'il faut progresser assez vite. Et puis on a des gens qui ont 10 ans de vol. Moi j'ai un conseil pour quels que soient les jeunes ou les Ils n'ont pas envie, ou alors ils sont peur 2 fois par an. Du jeu au sol dans le vent. Du jeu au sol dans le vent, c'est du pilotage actif en permanence, ça commence à ramollir, je relève les mains, ça shoot, je reprends du frein, il y a des différences de pression, c'est du pilotage actif en fait au sol. On peut tout faire au sol, on peut bosser des marches arrière, on peut bosser de la reconstruction de décrochage en mettant la voile à l'envers. Il y a plein de choses qu'on va travailler au sol, qui vont nous amener du feeling et potentiellement huiler les articulations, ce que nous on recherche, c'est-à-dire pouvoir réactualiser des positions de pilotage très rapidement en fonction des informations que nous donne la voile ou la sellette. Et en termes d'informations que va nous donner la voile, même si les pressions ne vont pas être tout à fait les mêmes que quand on est en l'air et ainsi de suite, parce que la charge à l'air n'est pas la même, au sol, on va déjà développer beaucoup de compétences et de sensations et de connaissances de la voile qu'on gonfle. C'est pour ça que c'est aussi important de gonfler une voile qui n'est pas une voile complètement pourrie qui va se caler derrière et qui est une voile avec laquelle on vole, parce qu'en fait c'est là où on va apprendre à la connaître. Et je saute là-dessus, et c'est aussi développer ce que j'ai dit au début, nos fondamentaux, qui est le lissage, de lâcher, je prends, je lâche complètement le pli, ce jeu-là, et ne pas caler comme quelqu'un qui est calé sous son parapente en disant je tiens mon aile. Voilà. Là, ça va développer clairement cette capacité-là. Et quand on va leur en parler en tachie, ah mais c'est ce que tu fais en gonflage? Ah ouais, je fais ça, mais tu fais pareil en l'air. En fait, tous les mouvements pendulaires, un mouvement pendulaire, une ressource et un shoot, c'est quoi? C'est un décollage avec elle. C'est la même chose. On reproduit, on fait souvent des parallèles avec un sol, avec le décollage. Voilà, je me déplace sous une aile, je suis dans une sortie chandelle, ça part de biais, il faut que je fasse une compensation. Tu n'as jamais vu ça? Bah si, au décollage, quand tu te déplaces, hop, tu te déplaces, tu inverses les mains, tu recales ton aile. En fait, on fait pas mal de parallèles de ce niveau. Et encore une fois, c'est des travaux, si ils ont été faits au sol, les gens ils comprennent, ah ouais, ça ressemble à ça, ah ouais, je vais essayer. Et du coup, le jeu au sol, maintenant, c'est plus, je gonfle mon aile, je la tiens 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures au-dessus de la tête, c'est se déplacer, c'est maintenant la faire tourner, il y a des vidéos, il y a plein de choses. Tout le monde peut s'amuser à faire plein de choses. Ça, ça développe une capacité, bien sûr, pas tout. Alors après, tu parlais de tangage, je leur fais faire du tangage. Mais alors, c'est rigolo parce que le tangage, quand nous, on a les moniteurs en formation, on dit, hey, tangage, bon, on ne va pas faire tangage, on le sait faire. La plupart, on ne sait pas faire. Donc, tu demandes à un élève de faire du tangage, il ne va pas savoir faire, donc il va tirer sur les commandes, de faire, c'est bon, je fais le tangage, je vais en cible. Donc c'est pas toujours vachement intéressant de mettre en place ces choses-là s'il n'est pas guidé par quelqu'un qui le prépare à ce genre de choses. Tout seul, de dire à un élève va faire du tangage ou va faire les 3-6, ou va, je sais pas, faire une fermeture asymétrique avant d'aller en stage, parce que c'est le niveau minimum, il va faire un film, il va lâcher, il va dire c'est bon, je vais faire, je fais 26. Dans ce cas, il n'y a pas un réel intérêt s'il n'est pas accompagné justement par un moniteur de club ou par un moniteur professionnel qui prépare la personne au stage. Par rapport au club, c'est vrai que les jeunes, ils ont plus de facilité quand même pour aller vers le cible, et ils ont plus de facilité à faire du gonflage, et ils ont envie d'apprendre et de découvrir. Et souvent, on a 10 ans de vol loisir et qui font plus de gonflage et qui n'ont jamais fait de cible, et puis ils sont fait faire une fois ou deux, ou par principe ils vont suivre le groupe et ils vont essayer de faire un cible, et c'est vrai que
pourrais leur dire, parce que c'est vrai qu'il y en a. Tu peux leur dire, après tu pourras jamais les forcer, à un moment donné c'est des vols libres, ils sont responsables d'eux-mêmes, s'ils sont pas capables de se remettre en question, c'est vrai que je comprends qu'ils prennent des risques. J'ai un public qui arrive et qui comprend pas tout, qui se fait un peu brasser, qui bloque, et du coup il est déçu parce qu'il a fait il s'est dit bah voilà j'ai attendu X années, j'ai fait un ci, en fait j'en ai pas besoin. Après, cette position-là. Après on a dit qu'il y a des gens qui viennent de plus en plus, certes, mais il y a aussi des gens qui très peu, jusqu'à présent on a quand même une fidélité dans certaines pendant les années, mais il y a aussi des gens qui voilà, ça passe pas. Voilà. Et puis alors c'est pour ça aussi on dit ça passe pas peut-être en échange et comment elle a été prise en place, la préparation avant le stage ou la préparation dans le stage, c'était un peu trop court et il manquait une journée ou deux, ou alors tout simplement la communication n'est pas passée, et c'est des choses qu'on accepte l'un et l'autre, et à ce moment-là peut-être qu'un autre instructeur va avoir une communication différente et ça va passer. Et puis il y a des gens, ils sont arrivés là, ça ne marche pas, j'ai pas eu ce que je cherchais, parce que peut-être la motivation n'était pas définie avant aussi. Et puis peut-être parce qu'on n'a pas trouvé aussi, nous, la faille qui a permis de donner de l'espoir à ces personnes-là. Et ça, c'est de faire mieux, mais des fois, ça peut ne pas fonctionner. J'ai répondu à ta question. On n'a pas de pilule magique, comme je disais tout à l'heure. Individualisé, c'est là le... Tout simplement, il est là. Et la problématique, elle vient de là, c'est qu'à un moment... On envoie lorsque les inscriptions ou les pré-inscriptions des fiches de renseignement pilote avec des questions assez précises et tout ça. Et rarement, on en a beaucoup, mais il y en a qui ne remplissent pas. Donc nous, on n'a aucune information, on ne sait pas. Donc ils arrivent là. Si en plus il faut tout découvrir la personne au moment où on trouve, c'est d'autant plus le problème de ne pas taper au bon endroit. Et voilà, il y a aussi cette chose-là. Maintenant, comme j'ai dit encore tout à l'heure, c'est la capacité, tout le monde a une motivation complètement différente en venant aussi. Alors suivre le copain, mais s'il vient, parce que c'est quand même un budget, s'il vient, il sait quand même qu'il a envie de faire quelque chose, sinon il ne viendrait pas. C'est super rare. Donc la deuxième chose, c'est que s'il vient, on sait qu'il vient pour quelque chose, et pas forcément que suivre le copain. Donc à nous de piquer aussi là où il a envie d'évoluer. Maintenant, la capacité de la personne à vouloir apprendre, c'est ce que Jim disait tout à l'heure, ça on n'y peut rien. C'est qu'à un moment, s'il est verrouillé sur ses positions et il n'accepte pas la démarche dans laquelle on veut avancer, on n'y peut rien. Et justement, on a eu des cas, c'est rare, très très rare, ou des cas où la personne voulait évoluer d'une certaine façon et nous, on estimait que c'était trop dangereux, même en milieu sécurisé, pour lui et pour nous, parce que nous, on a la responsabilité. On a dit c'est bon, on arrête tout de suite. On a aussi cette capacité de dire en tout cas c'est pas avec nous que tu vas faire quelque chose. Et voilà, on a des gens qui sont super heureux, il y a des gens on bloque, on dit non c'est pas la peine, on peut pas, on s'engueule pas pour autant, ça passe pas. Parce que ces motivations sont complètement à l'opposé de nous, comment on veut faire avancer la chose en tout cas. C'est valable sur tous les stages. Ouais, c'est valable sur tous les stages. En l'occurrence, là, c'est quand même un curseur. Plus dans le perf que dans l'initiation. Ouais, c'est quand même un curseur. Ouais, mais c'est un sport où c'est au feeling aussi, tu fais confiance. Donc tu peux très bien, ça m'est arrivé sur un de mes premiers vols, de ne pas revoler avec un moniteur. Mais à un moment, voilà. Tu peux à la fois l'élève et le moniteur, comme tu dis, te laisser le choix de dire ça passe pas. Ça enlève rien les capacités ni de l'élève ni du moniteur. Non, après, on a répondu un peu à ta question partiellement. Non, mais moi, les motivations des personnes, je me bats pour essayer depuis des années de dire à tout le monde, tous les gens qui volent, et notamment les gens qui volent depuis longtemps et qui viennent avec des défauts hors normes qui sont très difficiles à corriger, je leur dire vous passeriez un peu plus de temps au sol à chaque fois que vous vous posez à latéraux, qu'il y a un peu de brise, à passer une demi-heure à faire du gonflage, à vous amuser, à essayer de faire toucher le bord en bord de fenêtre, à la remonter sans la faire tomber en déjouant avec les basses vitesses, tous ces petits trucs-là, et déjà on aurait progressé 3 fois plus vite dans le stage qu'on vient de faire plutôt que de faire du tangage tempo pendant 2 jours parce que c'était impossible à corriger un défaut qui était tellement ancré que voilà. Après, il y a la vieille génération qui est toujours sur je tiens à mon aide, j'attends que ça passe, et puis ça fait 20 ans que ça marche comme ça, j'ai eu quelques petites frayeurs, mais au final ça a toujours pardonné. Alors oui, le parapente ça pardonne jusqu'au jour où.
Et malheureusement, il y a des gens, on pourra tout leur dire. Après, toi, le mieux que tu puisses faire, c'est lui dire écoute, peut-être que tu sais pas, mais tu peux utiliser tel outil ou tel outil. Et puis si le mec il t'envoie bouler, à un moment donné, écoute, moi j'ai qu'une envie, c'est de lui dire mais va mourir, mais va mourir loin de moi, quoi. Alors, en tout cas, moi je t'aurais donné ce que je pouvais pour essayer de t'aider. Si tu n'es pas capable d'ouvrir les oreilles et de prendre un conseil, ne serait-ce que juste de l'écouter, je peux rien faire d'autre pour toi. À un moment donné, je vais pas le prendre et le forcer à faire du gonflage, je vais l'interdire de voler, et ainsi de suite, même si des fois j'en aurais envie, je préfère lui interdire de voler que de le voir se tuer, le bonhomme. Mais il y a des gens qui sont tête de mule, et à un moment donné, on a beau les prendre avec des pincettes et lui dire calmement les choses, s'ils n'ont pas envie de les entendre, ils n'ont pas envie de les entendre. Et malheureusement, s'ils ont besoin de se mettre le nez, je vais être un peu grossier, mais dans la merde pour comprendre, ils se mettront le nez dans la merde pour comprendre, en espérant qu'ils se fassent pas trop mal, quoi. Et puis voilà, mais il y a des gens qui ont besoin de ça, il y a des gens qui sont pas prêts à écouter les autres et qui ont besoin de faire leur propre expérience négative pour se dire ah ouais, là j'ai fait une connerie, et puis il y en a même avec des expériences négatives, ça suffit pas à les calmer, quoi. Après, voilà, c'est là où je pense qu'il y aura malheureusement une sélection naturelle, mais quand on fait une pratique comme celle-là, il faut avoir une mentalité humble et il faut savoir se remettre en question quand quelqu'un vient nous dire écoute, je pense que j'ai une solution à ton problème, quoi. Si on n'est pas capable, il ne faut pas faire ce genre de pratique. Ou alors, il ne faut pas demander des conseils, parce que si on ne les écoute pas, ça ne sert à rien de demander. Voilà, après, non mais je suis un peu taillant, mais au bout d'un moment, quand on essaye d'être diplomate, moi j'en ai eu un paquet des élèves comme ça, et en général, au bout d'un moment, ils finissent par voir les autres qui ont un meilleur niveau que technique galérer sur un truc qu'eux veulent faire, et se dire ouais, en fait, je comprends en voyant les autres, des briefings, que j'ai pas le niveau, et ils se remettent en question au bout d'un moment, et c'est très bien. Moi j'ai jamais eu un élève qui est parti en me disant j'ai détesté ton style. Alors peut-être qu'il y en a qui ne m'ont pas dit, pourtant j'essaie vraiment de demander à chaque fois si vous avez quelque chose de négatif à dire, dites-le moi. Mais j'ai jamais eu un élève qui a fini en partant, alors que des fois pendant les stages tu sens que c'est tendu, que le mec il est pas content, tu lui fais pas faire ce qu'il a envie de faire, et ainsi de suite. Mais quand à la fin, tu arrives à lui faire faire ce qu'il avait envie de faire, en ayant travaillé tous ces items, et en lui disant t'as vu, si on n'avait pas travaillé ça, ça potentiellement tu l'aurais fait, mais ça ne serait pas passé de la même manière, et qu'il le comprend, ça change tout. Et là on est content, on s'est dit là j'ai réussi à travailler sur sa mentalité de pilote, pas que sur sa technique, et à faire devenir quelqu'un d'un peu plus avec un peu plus d'humilité vis-à-vis de sa pratique et du sport qu'il fait, quoi. Et après il faut essayer, et surtout avec ces gens là il faut toujours prendre des pincettes, parce que c'est pas leur rentrant dedans que ça marche en général. Mais au sein d'un club ça marche pas, il y a trop d'ego, ça dépend. Faut essayer, faut essayer de les tirer dans un cible, même s'ils n'ont pas envie, peut-être que le fait de le faire, ça va leur faire prendre conscience, leur faire voir quelque chose, leur faire un déclic. Voilà, après, malheureusement, on ne peut pas faire les choses à la place des gens. Tu peux donner des conseils, et si les gens les écoutent, tant mieux, s'ils ne les écoutent pas. Après, le but justement de ces conférences, c'est aussi de dire, on individualise la chose, tu n'es pas obligé de venir avec ton club, tu viens tout seul, personne que tu connais. Et c'est aussi des fois l'ego qui me disait en club, les gens ils disent là c'est le meilleur, moi je suis moins bon du club, il y a toujours un... C'était plus en réflexion, parce que j'ai fait quoi, 4, 5, 6, donc par rapport aux gens du club qu'on j'avais fait, j'essaie de temps en temps de donner des conseils, ou plutôt de dire à quelqu'un, ça fait 3 fois que tu fais ce cours. Puis il va enfin venir à la dune, mais ça fait longtemps qu'ils veulent. Et justement, dans une vie de pilote, il faudrait combien de cibles, les reproduire tous les combien de fois, il y a une fréquence. Ça c'est toi qui le décides, en fonction de ta pratique. Changement de matériel, on peut faire un cible. Par exemple, ouais. C'est ta motivation. Enfin, je veux dire, à un moment, on travaille sur la motivation. Si tu n'es pas motivé à faire un site pour quelconque raison, pas faire du volley, c'est génial. Et les jours où tu as une problématique, plein de motivations de faire, une nouvelle aile, une nouvelle sellette, on peut toujours trouver une motivation pour aller faire la bringue. On peut avoir les mêmes motivations pour aller faire un site. Tiens, à un moment, il n'y a pas de motivation pour aller faire la bringue, il n'y a pas de motivation pour aller faire un site. Tiens, à un moment, tu désires voler un peu mieux, une sensation qui ne te plaît pas. Je pense actuellement, on vole aussi beaucoup, on est capable d'expliquer certaines choses, et donc à ce moment-là de répondre à tes attentes. Quoi. Parce qu'il y a l'évolution des matériels aussi avec les sellettes cocon hamac, demi-planchettes, planchettes et autres. Donc les sensations ne sont pas les mêmes. Oui, on a les voiles plus allongées qu'avant, maintenant on a plutôt beaucoup de 2 lignes, beaucoup de 3 lignes, ça évolue. Donc c'est que là, ça évolue. Alors fondamentalement, si tu as la base depuis le début, ça ne va pas changer fondamentalement. Il y aura des spécificités, comme on a dit, par rapport à ton matériel, à ta sellette, des choses comme ça.
que là tu vas venir découvrir, ou alors qu'on va t'aider à découvrir plus rapidement que toi par ton propre biais. Mais voilà, le matériel est une motivation. L'autre motivation peut être, j'aimerais bien faire ça, maintenant je vole sur un site, j'ai du dénivelé, j'aimerais bien prendre les descentes rapides parce qu'il y a souvent des nuages, je vole dans les Alpes, avant je volais à la Lune, maintenant je vole dans les Alpes, je ne sais pas descendre. Il y a plein de motivations techniques ou psychologiques, voilà, j'ai peur si, ma sellette, je trouve qu'elle bouge beaucoup, est-ce que c'est bien, enfin, chacun trouve sa motivation, forcément. Nous, le but, c'est de les savoir avant, d'être informé par rapport à ça. Puis après, peut-être la simple motivation, c'est de venir en rafraîchissement. On a depuis quelques années poussé les sportifs de haut niveau, donc l'équipe de France en l'occurrence, et le Pôle France, à venir régulièrement, chaque année, travailler 2 à 4 à 5 jours de travail ici spécifique. Alléluia! Tout le monde en est heureux. C'est quand même une fréquence annuelle. Donc, mais là, parce qu'on est dans le sportif de haut niveau. Et encore, c'est quelque chose, ils devraient, et ils le sentent, ils ont du mal à venir, et après, ils sont super contents. Et puis ils disent, ah putain, c'est très bien. Et puis maintenant, on commence à avoir un roulement de ces personnes-là qui trouvent d'une part un intérêt, c'est psychologique, technique, pour se dire, ouais, putain, si un jour ça m'arrive, ok, je peux gagner du temps, j'ai une compréhension de la situation, une analyse de la situation beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide. Mais quand ils viennent après 6 mois d'hiver, ou alors ils ont fait une Coupe du Monde à l'autre bout du monde dans les pays plats, quand ils reviennent ici, il faut rafraîchir, il faut dépoussiérer. Alors après, ça c'est une fréquence de sportif de niveau qu'on pousse, mais après pour n'importe quelle personne, même chose, il y a des fois des gens, ils ont besoin de se rafraîchir chaque année au début de saison, de dépoussiérer. Et puis un d'autres, il va leur falloir 2 ou 3 ans, ils se sont dit, oulala, là je me suis senti mal, il va falloir que je revienne me dépoussiérer. Et puis voilà, je sais pas la fréquence. Tu vas être en train de travailler tes wing-over, tu n'arrives pas à passer un certain cap, tu te dis bah attends, je sais pas si c'est moi qui mérite mais qui vont pas, si c'est le psychologique de me mettre vachement plus par-dessus la voile, bon bah tu passes en dessus de l'eau pour débloquer quelque chose. Est-ce que c'est un problème de rythme, est-ce que c'est un problème d'amplitude que tu n'oses pas faire au-dessus de la maison mais tu as les compétences, il faut juste quelqu'un qui te pousse un peu pour aller appuyer un peu plus dans la commande, monter plus haut, avoir un meilleur timing, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans tes rythmes? On débloque cette manœuvre-là en particulier, tu rentres chez toi, tu peux la travailler au-dessus du sol parce que tu as compris, tu es serein, tu es dans la gestion et à partir de là, tu as juste débloqué quelque chose, quoi. Démystifier quelque chose que tu n'osais pas faire au-dessus du mur, par exemple. C'est effectivement beaucoup plus personnalisé qu'auparavant. Ah oui, non, et justement, nous on s'adapte aux motivations. Il y a des gens qui ont des motivations qu'on ne dirait pas aujourd'hui, mais tu dis, ah bon, c'est bizarre. Donc on n'avait même pas pensé auparavant. Mais l'important c'est que si on arrive à répondre à ces attentes, tant mieux. Des fois on ne comprend pas trop, mais voilà, c'est vraiment très personnalisé justement, et c'est très spécifique. Actuellement, il y a des gens pour la voltige, elle vient débloquer un truc bien précis, quoi. Voilà. On peut avoir sur un stage quelqu'un qui va rester sur du tangage pendant 3 jours, qui a 30 vols, qui sort d'initiation, et à côté quelqu'un qui a une Enzo et qui veut bosser des décrochages pendant 3 jours, et à côté quelqu'un qui veut faire de la voltige à plus ou moins haut niveau, et ainsi de suite. On peut avoir les trois profils types dans le même groupe, quoi. Ça ne posera pas de problème. De toute façon, ils seront en l'air un par un, donc à part au premier briefing où il y en a peut-être un qui va un peu s'ennuyer avec les trucs basiques et ce qu'il aura déjà vu, et vice versa, mais sinon ça ne nous pose pas de souci d'avoir des niveaux totalement différents. Ouais, pour revenir juste à ta personne tout à l'heure, pour revenir aussi à certains moniteurs qu'on a eus et qui n'osent pas venir avec leurs élèves, par exemple, parce que le moniteur a un statut et puis l'élève en a un autre, souvent de scinder ces choses-là, de dire à ce gars, va avec d'autres personnes, personne ne connaît, personne ne voit le football, et souvent c'est vachement mieux pour la personne. Il se livre beaucoup plus facilement que de venir encore dans un sein où les gens ils sont tous ensemble et tout le monde va tchatcher. L'ego est super important, en tout cas chez nous. Mais on essaye de casser un petit peu ces idées reçues, mais c'est difficile à un moment quand tout le monde rigole pour un truc parce que une fermeture. Ouais, ça joue aussi. Ça joue sur le moral et du coup forcément c'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple. Donc voilà,
c'est pas facile. De toute façon, on essaie de faire des démarches telles que celle-là, ou des démarches qui ont été faites dans les magazines spécialisés, hein, comment a été fait, comment faire du langage, comment faire la théorie de la voltige, la théorie du mouvement pendulaire, David, Christophe, on sent ça dans tous les magazines très spécialisés. Tant mieux, ça permet aux gens d'avoir un langage que nous, ça permet aussi de préparer les gens. Aussi, c'est très intéressant. Mais ça ne fait pas tout. C'est comme YouTube, hein, à un moment, on a souvent des gens qui me disent « Ouais, c'est bon, j'ai vu des décrochages, j'ai vu la fermeture sur YouTube, je sais faire. » Ben ouais, mais il y a quand même un petit décalage quand on se retrouve ici. Et donc, nous, on n'est pas trop sur les forums quand même, mais il y a des gens qui nous rapportent des trucs sur les forums qui sont assez... Donc on arrête. Très faible, visiblement. C'est pas la batterie. C'est pas la mienne. C'est pas la tienne, c'est la batterie online. Donc, ouais. Le batterie. Plus d'autres questions?